D'accord, quand tu attends un enfant et, euh, et que dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale et où il faut payer, quel est le cas de figure auquel tu dois te préparer, Shaukout? Est-ce que tu te prépares à un accouchement normal ou à un accouchement à césarienne? Bah, tu te prépares les deux cas, surtout césarienne, surtout Oui, mais il y a un cas qui est plus enveloppant. Par exemple, si tu te prépares à la césarienne, si au final l'accouchement il est normal, tout va bien, tu récupères ton pognon, tu rentres, la différence, tu rentres avec, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est une césarienne, au moins tu auras prévu le coup, il n'y a pas de souci. Alors explique-moi comment dans un pays pareil, d'ailleurs, où une grossesse sur trois finit en césarienne, hein, donc on a quand même 33% de chance, les gens, ils arrivent toujours à être surpris. Le gouvernement qu'on a, mon cher ami, il est à notre image. Ah, pourtant, c'est pas parce qu'il a une autre image qu'on a envie qu'il se perpétue. C'est une façon de dire que, OK, il faut bien qu'on se mette en tête que s'il y a quelqu'un, par exemple comme toi, qui remplace Paul Biya, si on veut qu'il réussisse, il y a notre part là-dedans. On va pas dire, prends le pays, nous on regarde comme ça, et, euh, et voilà, et on attend. Non, non, c'est pas ça. Tu vois, c'est la façon dont on est gouverné par des bras cassés, mais parce que nous, dans notre comportement, dans notre façon de faire, même dans ma famille, de fait, j'ai un oncle là, lui, je suis sûr qu'il est convaincu que je suis un probia. Même quand je dis le contraire. Pourquoi? Parce que lui, quand il commence à te parler, il te charge bien, il te donne tous les défauts du gouvernement. Mais je lui dis que mec, tu es responsable de la famille. Il me dit oui. Je dis, ben, est-ce que ce comportement-là, tu le retrouves pas parmi les tiens? Il me dit oui, mais c'est pas pareil. J'ai dit, bah, tant qu'on va refuser de comprendre que ceux qui nous gouvernent sont issus d'une société qui est la nôtre, et que c'est à nous d'éveiller. Quand par exemple on a longueur qui se fait fouetter, l'attitude de tout le monde devrait être de s'indigner. Il n'y a pas de je suis du RDPC, machin, il n'y a pas de ça. Tout le correct. monde doit trouver ça inacceptable. On ne fouette pas un adulte. On ne fouette pas, on ne règle pas un problème avec la violence. C'est un adulte. Il y a la loi est là pour ça. La loi n'est pas là pour dire on corrige quelqu'un. On n'allait jamais entendre ce genre d'expression dans des pays civilisés. Non, non, on l'a corrigé. Vous corrigez un adulte? Vous corrigez un adulte? Il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire, quoi. Mais tu as des gens qui justifient ça. Qu'un adulte puisse être corrigé par un autre adulte. Tant qu'on ne va pas s'indigner tous pour ce genre de choses, comment veux-tu que le pays avance? Quand il y a ça, certains défendent le village, d'autres défendent le frère, le cousin et tout ça, machin bidule. C'est ce genre de comportement qui va mal. C'est ce genre de comportement qui fait que le pays va mal. Bien sûr qu'on a un gouvernement de bras cassés, je l'expliquais à Momo, qu'on est en temps de campagne. Évidemment, c'est l'heure de leur demander des comptes parce qu'eux, ils ont été élus. Hein. Même si moi, mon cousin et moi, on est des bras cassés au Cameroun, en attendant, on n'est pas aux responsabilités. Eux, ils ont un bilan à défendre. Pourquoi on doit leur faire confiance? Il y a un animal pour justifier son soutien de Paul Biya à Ahmed Kamer qui nous a expliqué que il préfère un diable qu'il connaît à un ange qu'il ne connaît pas. Voilà comment on trompe les gens avec des dictons, les dictons. Un dicton n'est pas un argument. Parce que si on te dit que l'ange que tu ne connais pas, le diable que tu connais, c'est un chef musulman qui va appliquer la charia dans un pays, qui va te couper les mains pour une affaire de vol, toi tu couches avec une fille, vous n'êtes pas marié, on te met sur la place publique, on te fouette de 100 coups. Si on te dit ça, ça sera l'enfer. Ou alors, parce que beaucoup de gens disent souvent Kim Jong-un, il s'excite sur Kim Jong-un en Afrique. Mais Kim Jong-un, c'était dans un pays où tu ne peux pas communiquer à l'extérieur. Par exemple, si c'est Kim Jong-un qui est président du Cameroun, tu ne peux même pas envoyer Western Union au Cameroun. Ton frère ne peut même pas t'écrire par WhatsApp. Donc, oui, ce diable-là, c'est pas parce que tu le connais que tu le veux. Il n'y a aucun Coréen qui veut Kim Jong-un s'il a le choix. Il va le dégager s'il a le choix. Donc, c'est très facile de dire ça. Que oui, je préfère un diable que je connais. Non, un diable que je connais, justement, j'en veux pas, mec. Je préfère miser sur peut-être. Peut-être que comme toi, c'est un ange. Peut-être que lui aussi est un diable. Mais il y a le peut-être. L'un, je sais déjà que c'est un diable. Donc, probabilité, c'est 100%. Je sais que c'est un diable. L'autre, c'est peut-être. C'est-à-dire probabilité inférieure à 100%. La rationalité vous oblige, quand vous devez faire deux choix, un choix entre deux, c'est de faire le choix le plus commode, le plus réaliste. Donc, moi, dans un cas, je sais que c'est un diable. Ben, ça fait 42 ans, il a suffisamment prouvé qu'il est un diable, enfin qu'il est incompétent. Et il ne faut pas appliquer à la politique des raisonnements qu'on n'appliquerait pas dans le monde de l'entreprise. Vous ne pouvez pas dire, j'ai embauché Chocofoot pour faire un travail. Ça fait 10 ans qu'il a son poste, ça fait 10 ans qu'il foire le travail, mais plutôt que de prendre des moments là, qui donnent des bonnes garanties, qui montrent qu'il est quand même sérieux dans tout ce qu'il a fait, les sérieux, Bakassi, toutes ces choses-là, on n'a jamais trouvé une tuile sur Momo. C'est un gars digne de confiance quand même, d'accord? Plutôt que de dire, plutôt tu m'expliques que non, au lieu de partir avec Momo, non, non, tu vas garder Chocofoot, qui ne faut rien. Tu le ferais pas dans ton entreprise. Pourquoi tu veux ça à la tête de ton pays?
C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans le raisonnement. Je suis pas, ne partons pas dans la logique d'attaquer les gens qui se tiennent pour le bien. Parce que je vous dis, les gens sont libres de leur conscience. Il faut aller dans le terrain de l'argumentation, leur faire voir la limite de ce qu'ils font. Il y en a un hier, je l'ai fait douter. J'ai dit, mais mec, tu rentres dans une voiture, tu rentres dans un avion, il y a Paul Biya, pilote, tu fais quoi? Tu fais confiance à l'avion? Non. Tu sais que pour conduire, pour piloter un avion, il faut être capable de prendre des décisions importantes en un temps record. Parfois, pour éviter une crise dans un pays, c'est exactement la même chose. Signer le bon document au bon moment, tu retardes de quelques jours, ça peut être catastrophique. Tu es en train de m'expliquer que quelqu'un qui n'a pas le réflexe pour faire ce genre de choses-là au volant, moi, on voit encore Donald Trump conduire sa Cadillac. Je veux dire, il est vieux, Donald Trump, il a 76 ans, mais on voit encore Donald Trump conduire sa Cadillac tout seul. Donc, il a encore quand même toute sa tête, quoi. Et Biden, non. Donc, c'est pour ça que Biden, d'ailleurs, ne s'est pas représenté, hein. Il a voulu se représenter, lui, on lui a dit, abuse pas, mec. Dégage, dégage. Voilà. Donc, vous avez quelqu'un qui n'est pas, donc vous ne pouvez pas lui faire confiance. Si c'est lui qui vous conduit en bagnole, mais vous lui faites confiance pour diriger votre pays. Il y a un genre de sorcellerie dans ces pays. Moi, je regarde ça comme ça. C'est pour ça que quand on me liste la liste des choses qui vont monter au Cameroun, j'ai juste envie de leur dire, lisez votre heure, les gars. Si vous pensez que c'est une affaire de tribu, si vous pensez que au moment de changer les choses, c'est une affaire de oui, est-ce que c'est un telle personne est de mon village, machin. Et l'erreur justement de ce que Longuet fait, c'est qu'au niveau de la communication, il est mauvaise. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut valoriser chez les Bamileke, mais quand tu t'affilies à un parti, il faut pas aller dans ce front, dans ce truc-là, parce que l'erreur, c'est quoi? C'est qu'on va dire que c'est comme ça comme toi. C'est ça le problème. Et comme on a un peuple de gens débiles, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a encore des gens aujourd'hui qui disent que c'est Kamto qui nous a envoyé sortir. Voilà l'ambassade. Comme on dit en tchanchenou, j'ai déjà dit tant que jusqu'à mourir que la seule fois où je l'ai eu au téléphone, il était contre. Ce n'était pas ses méthodes. On a beau le dire, on a beau le répéter, on a beau faire tout, il y a toujours les gens qui disent qu'il a envoyé quelqu'un dehors. Et donc, demain, ce qui va se passer, c'est que vous avez des couillons qui vont sortir du nulle part et qui vont dire, Longa Longa dit, donc Kamto pense qu'Ambamileke vous dit faire des bêtises. Non, je pense que sur les tribus, il y a des choses qu'on peut valoriser chez Bamileke. Par exemple, je disais hier, Charmel Kamel, justement, que quand vous allez dans les villages du sud, et que vous voyez des écoles où il pleut, ça tombe sur des gens, il n'y a pas ça à l'ouest. Parce qu'il n'y a pas ça à l'ouest parce que Paul Biya a beaucoup travaillé là-bas. Non, il n'y a pas ça à l'ouest parce qu'on inculque dans le jeune enfant, le jeune âge à un Bamileke, à garder toujours une action dans son village, à s'impliquer dans la vie de son village. Tous les Bamileke de la diaspora ont fait quelque chose dans leur village. Ce qui fait que quand il y a un problème d'école, quand il faut une école, on a simplement à se réunir, le comité de développement demande une somme, tout le monde cotise, on construit l'école et quelques années après, c'est recédé au ministère de l'Éducation nationale. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'ils ont des écoles. C'est pour ça qu'ils sont électrifiés. Sauf que vous avez des abrutis qui viennent souvent dire, j'ai souvent entendu ça, hein. Oui, les Bamileke, ils se plaignent de Paul Biya alors que Paul Biya leur a tout donné. L'Ouest est plus électrifié que le Sud. Ben oui, connard, à l'Ouest, les mecs, quand ils ont besoin d'électricité, ils sortent l'argent de la poche, ils font la tontine, ils sortent l'argent de la poche et ils font le truc. Est-ce que ça va le faire? Non, évidemment, c'était pas le faire, c'est à Paul Biya de faire ça, c'est au gouvernement de faire ça. Mais à l'évidence, ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas. Et ça, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place parce que c'est une question de culture. Le Betty ne le fait pas parce qu'il est incapable de le faire, parce qu'on n'a pas cultivé le Betty à ça. C'est-à-dire que le Betty, le gars du Sud, là, c'est des gens qui sont presque partout, un peu comme chez eux, quand ils partent du village, ouais, il y a quelqu'un qui dit faux. On n'est pas dans une concurrence, pas de patte, on connaît le pays. Je ne suis pas là en train de dire que le Bamileke dépasse. Je suis simplement en train de dire qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer ailleurs. Vous n'avez pas me fait le procès de valoriser. Je suis celui ici qui a le plus attaqué les Bamileke, donc il n'y a personne qui a fait sa pierre que moi. Il n'y a personne. Et ça m'a donné un droit de pouvoir parler de toutes les tribus, sans qu'on ne me prête quoi que ce soit. Parce que l'État qui a chez nous, moi-même, je les ai critiqués. Donc c'est pas ça le sujet. On peut être critique, mais ça ne veut pas dire on ne va pas jeter le bébé à l'eau du bain. Moi, je vous dis, quand vous habitez dans un quartier, vous êtes tous ici là. Si je mens, vous allez me dire. Vous êtes dans un quartier, le mec qui a la plus grosse fonction au quartier, c'est un commandant, il s'appelle Mvogo. Voilà, il a des enfants. À côté, là, tu as Mamie Makalala, on l'appelle Maman Douanglang. Tu as un bout d'arrivant, s'est baigné, son avocat. Vous la voyez, vous les petites. Un matin, vous entendez que son premier enfant va en Allemagne. Vous dites, mais comment elle a fait? C'est la famille qui s'est regroupée, mon gars. Sa famille qui s'est regroupée. Le premier enfant, il va en Allemagne. 2, 3 semaines après, les enfants du commandant, ils sont toujours là. Moi, je vous parle, c'est du vécu. Et je vous dis, une fois, je faisais ça dans un live, il y a au moins 150 personnes qui étaient là, qui témoignaient en commentaire que oui, ils disent eux-mêmes, ils ne savaient pas comment les gars font. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est les gens qui s'impliquent. Un enfant chez les Bamileke, ce n'est pas que l'enfant du père. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres problèmes chez les Bamileke qu'on peut critiquer. Mais je dis, il y a un truc, qu'un enfant, c'est pas l'enfant de son père, sa mère. D'ailleurs, je suis le fruit de ça. Mon père, avec son argent, il n'aurait jamais pu m'envoyer en France. Jamais. Il n'avait pas d'argent. Quand j'ai réussi le concours qui m'a envoyé en France, mon père, il a la retraite. Il a pris sa retraite janvier 2004. Mon père, il a pris sa rentrée en janvier 2004. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai constaté une chose ici, c'est que quand je vois
un écan en Europe qui fait des études, en général, sa famille a les moyens. C'est-à-dire son père et sa mère ont pu payer. C'est très rare les affaires où Monsieur Mbarga va partir en France. Vous avez tout le village qui se réunit pour cotiser. Moi, il y a des gens qui ont cotisé même 3000 pour que je voyage. C'est pour ça que je suis habitué de dire, je suis redevable. Si je vous montre mon Orange Money, par an, j'envoie plus que 10 000 euros au Cameroun. Par an. J'ai déjà montré ça plusieurs fois. C'est pas que je fais pour me vanter. Je suis redevable de ça. Je suis un produit de don. Mes petits frères, non, parce que c'est moi qui les ai tous fait venir. Donc, eux, ils échappent à ça, mais moi, à titre personnel, je suis redevable de ça. C'est pas mon père qui m'a dit un matin, t'as réussi le bac, viens ici. Jamais, jamais, ce n'est pas ça. Et c'est des choses qu'il y a chez nous, qu'il n'y a pas ailleurs. C'est pour ça que vous allez voir la mamie Makala dans son quartier, le fils du commandant, ben, il est là, le fils du juge. Le mec, il est percepteur, il est au truc juge. Mais comme il n'y a que lui, il y pense pas, et peut-être l'enfant ne va pas assez souvent à l'école. Et puis, non, mais je t'ai dit que, Glenn, il y a des gens qui ont cotisé 3000, tu me parles de 10 000. Il y a des gens sur mon camp qui ont donné 3000. Je crois que quand je venais d'arriver en France, j'avais la liste. Il y avait des gens qui avaient mis 3000. Tu sais combien ça a donné au total? 650 000. C'est avec ça que j'ai fait le document de fausse caution de rapatriement qui coûtait allez, ça coûtait 1 million, mais j'ai fait une fausse caution de rapatriement avec ça. Et j'ai fait une attestation de virement irrévocable. Je crois que ça m'a coûté ces deux papiers-là. J'ai pu aller demander le visa avec ça. Donc, c'est ce côté-là où j'ai dit, il y a des choses qu'on peut valoriser dans les cultures. D'ailleurs, c'est comme le ndolé et le tarot. Si quelqu'un peut dire, moi, j'aime pas le tarot, mais moi, je préfère le ndolé parce que, voilà, c'est tout. Mais pas de se mettre dans une confrontation où on dit, l'autre, il vaut 100. Non, on est tous des êtres humains. On a des cultures différentes. Si on les avait toutes, et surtout quand on fait la politique, et c'est pour ça moi je me suis considère jamais comme un politique parce que j'aime bien être libre de dire ce que j'ai envie de dire, mais de par son rôle et la position que Longuet occupe quand même dans ce truc, il peut pas dire ce genre de choses, mais pour autant c'est pas parce qu'il a dit ça que on va voir des abrutis qui vont sortir dire il mérite qu'on le tabasse. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Ça reste incorrect de violenter une personne qui fait comment dire qui fait l'usage de sa liberté de penser, sa liberté de parler, quel qu'il soit. Même Bandakani dit plein de conneries. Quand Bandakani va le premier jour, là, quand Kamto dit j'ai gagné, il va demander qu'on le mette en prison pour apologie du. C'est que- Il avait réussi à tirer ça par les cheveux. Mais pour expliquer que Kamto devait aller en prison pour le restant de ses jours. C'était quoi? C'était où il parlait de coup d'État, je ne sais plus le thème qu'il avait utilisé. Même pour ça, je ne voudrais pas qu'on le fouette. Voilà. La loi est là pour ça. La loi est là et parfois la loi, c'est défendre même les droits de quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais, et ça, il faut le faire. Parce qu'un jour, c'est votre fils qui tombe là, qui tombe dans cette situation. Vous serez bien content que la loi le protège. Et c'est à ça qu'il faut penser. Pensez toujours quand vous pensez loi, pensez plus aux gens que vous aimez, pas aux gens que vous n'aimez pas. Parce que c'est sûr que si on pense qu'aux gens qu'on aime, on n'aime pas, bah évidemment la peine de mort, ça dérange personne. Hein. La prison à vie, ça dérange personne. Hein. Couper, tabasser un voleur, ça dérange personne. Mais on a tous des enfants, on peut leur donner toute l'éducation qu'on a. Moi, parmi mes petits frères, un qui a été un bon voleur au Cameroun, quoi. Un bon voleur. Donc, il connaît presque toutes les cellules des Yaoundé. Celui qui suit Platini, Max, et qui a à peu près le même âge que toi. Il connaît toutes les prisons du Yaoundé. Il n'y en a pas une. Toutes les cellules, il n'y a pas une qui ne connaît pas. C'est un voleur, mon frère. Bon, il a changé, maintenant il est pasteur. Enfin, il est parti d'un bout à l'autre, enfin, très bien. Cela dit, on choisit pas sa famille, c'est comme ça. Mais vous croyez que j'aurais voulu qu'on le tue? Jamais de la vie. Donc, c'est-à-dire qu'il a préféré de voler, mais d'une manière plus propre. Un peu, oui, peut-être Les bien. pasteurs, les grands voleurs. Il est passé de voleur, pasteur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, Et Serge, ben oui, s'il te plaît, je me permets de te couper, Serge. J'aimerais juste que on essaye de revenir sur le potentiel énergétique au Cameroun. Là, c'était très intéressant et j'aimerais vraiment voir ton point de vue par rapport à l'établissement d'un concept énergétique pour tout le territoire, tout en essayant d'analyser le potentiel énergétique, toutes les sources d'énergie possibles qu'on peut avoir au Cameroun. Et voilà, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on bon, peut au niveau des énergies renouvelables, on est plutôt pas mal. exactement. Je pense que si on avait la technologie pour pouvoir développer, construire, fabriquer nous-mêmes les éoliennes, ça donnerait beaucoup de travail. Vous imaginez, on ferait une filière où on commence à former les gens depuis l'école, parce que le tout n'est pas de dire on le fait, parce que tant qu'on ne forme pas nous-mêmes des gens qui sont capables de le faire, qu'est-ce qui va se passer, mon cher c'est Chocofoot qui a posé l'action, désolé, j'ai pas bien vu. C'est C'est Chocofoot. Kevin.
Kevin, Viens Kevin, juste autant pour moi, après. merci. Voilà, donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, je prends l'exemple de la France. Quand on a commencé, quand on a voulu commencer la centrale de Flamanville 4, enfin, entre Flamanville 4 et le précédent réacteur, je crois qu'il y avait 20 ans d'écart, et c'était une époque où tout le monde était en train de bâcher le nucléaire. Ah, le nucléaire, c'est dangereux, c'est une énergie de salopard, enfin, tout ce que tu veux. Et ce qui se passait, c'est que les gens, ils ont abandonné cette filière-là. La France a souffert à ses débuts du manque de connaissances et de retour. La plupart des gens étaient allés en retraite. Les mecs, ils arrivaient, ben, ils n'étaient pas spécialement formés au nucléaire. Donc voilà, on avait presque délaissé cette filière-là. Et il y a eu beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'un réacteur qui était prévu 5 ans, bon, ça c'était débile. 5 ans, c'était pas possible. Moi, j'ai travaillé dedans quand je regardais les trucs, comment ça avait été ficelé, ça avait été très mal ficelé. C'était n'importe quoi. Mais 10 ans, c'était plutôt un délai réaliste, quoi. Donc, commencer en 2007, il aurait dû être terminé en 2017, connecté en 2018. Le truc, c'est qu'il a été connecté récemment, là. Il a été connecté en janvier, là, sur le réseau. Donc, c'est-à-dire 17 ans, avec donc 12 ans de retard, 14 ans de retard. 17 moins 5, ça fait combien? Oui, c'est ça. 17 moins 5, ça fait, oui, oui, 12 ans de retard. Parce que, à cause de ça. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire sur long terme. En fait, il n'y a pas une solution au pays. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours un discours qui peut paraître pessimiste, mais il est réaliste. Vous savez, on ne fait pas tout avec la volonté. Moi, je vois beaucoup de gens se planter parce qu'ils pensent que l'extrême volonté suffit. Bon, nous, on a assez d'idées froides. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est dur, la réalité. L'inertie de la réalité, parfois, peut être choquant. Malheureusement, il faut faire avec. C'est pas parce que la gravité te dérange qu'il faut que tu nies l'existence de la gravité. Ce qui se passe, c'est qu'il va falloir former les gens. C'est-à-dire qu'avoir des filières un peu partout, plutôt des filières pratiques, au lieu de former les gens à aller faire, je sais pas moi, art plastique, art du spectacle, ou bien aller faire des maths pures. Qu'est-ce que tu veux faire avec un gars au pays qui fasse maths pures? Moi, j'ai fait maths en Guayaquil. Mais quand je regardais à gauche, à droite, je ne voyais pas d'issue. Dans ma tête, quand je m'inscris en fac, quand je fais 2 années, je me dis, ouais, on est des matheux, on est fort, mais je vois, école normale, chargé des cours à l'université Yaoundé, peut-être si tu fais l'ICA, tu passes, ok, mais ils sont 100 par an à l'ICA, rien rien qu'en première année, vous êtes 1000. Il faut rajouter Douala, il faut rajouter Chang, il faut rajouter. Ben, donc, en fait, je regardais qu'est-ce que tu fais au Cameroun avec une licence en maths, que dalle. Qu'est-ce que tu fais au Cameroun avec un 2A en physique? Pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de centres de recherche au Cameroun. Donc, au lieu d'engorger les facultés, faire des filières de formation sur les énergies renouvelables, que les gens comprennent le concept d'énergie. C'est un concept qui est souvent très difficile à appréhender chez nous. Il y a beaucoup de gens qui confondent kilowatt et kilowattheure, des gens qui pensent qu'une voiture, un groupe électrique, quand vous avez un pays où on arrive à présenter un ministre, un type qui a prétendu qu'un groupe électrogène fonctionne à l'eau, il y a un problème, les gars. Je suis désolé, il y a un problème. Il y a quand même ce gars, c'est un influenceur qui va vous expliquer comment développer l'ingénierie de votre pays. Il y a un type qui a découvert, c'est que nous, il y a tellement de connaissances qu'on n'a pas qu'on ne réaction climatique. Par exemple, si tu dimensionnes une éolienne, je ne sais pas, pour une certaine vitesse V, devant, tu pars en supposant que la vitesse V du vent, c'est 100, donc tu sais que la puissance que je vais tirer, c'est P. Imagine, tu t'es planté, je ne sais pas moi, de 40% sur la vitesse. Mais en réalité, pour te montrer comment ça varie, puisque la puissance en sortie au niveau du rotor est proportionnelle au cube de la vitesse de rotation de la pale. Et cette vitesse de rotation de la pale est proportionnelle à la vitesse du vent. Donc, la puissance en sortie du rotor est proportionnelle au cube de la vitesse. Tu divises la vitesse par 2, tu divises la puissance par 8. Donc, ce n'est pas genre, j'ai dimensionné pour 10 mètres par seconde. Bon, j'ai 5 mètres par seconde, ça va, je vais avoir la moitié de la puissance. Bah non, 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 non. Tu divises la vitesse. Si la vitesse est divisée par 2, la puissance, elle est divisée par 8. Ça veut dire que là où tu devais récupérer 100 watts, tu récupères que 12,5 watts. Donc, vois un peu comment c'est. Ça veut dire que si tu baisses ta puissance de 20%, rien que la vitesse, variation de 20% sur la vitesse, tu as perdu plus de 45% de la puissance. C'est très, très sensible au vent. Donc, il ne faut pas louper son coup. Et tu imagines, en plus, tu fabriques une éolienne, elle reste, elle ne tourne pas. C'est dangereux. Donc, il faut former des gens qui soient capables de réagir immédiatement quand il y a une éolienne qui en panne. C'est la même chose avec le photovoltaïque. Évidemment, la même chose avec les barrages. Il faut aussi toute la partie entretien des réseaux. Parce que nous, on a des coupures parfois parce que le réseau, il est mal entretenu. Et c'est ce qui fait que tu as un transformateur qui a sauté quelque part. Et comme nous n'en fabriquons pas, parfois, il faut attendre que ça vienne de l'étranger. Et ça dure 2, 3 semaines avant d'être changé. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut former, désengorger des filières qui ne veulent rien dire. Moi, j'estime que on devrait, moi, si j'étais aux responsabilités,
Je mettrais plus des concours sur des filières comme histoire et géographie, parce que je trouve que là-bas, 150 étudiants, c'est trop. Qu'est-ce que vous voulez foutre avec ça? Qu'est-ce que tu veux foutre avec l'histoire en noirie, quoi? Tu vas faire quoi avec ça? Moi, je dirais que les écoles d'ingé, j'assouplis les règles pour entrer là-dedans. J'en mets de façon disponible pour que les gens puissent se former dans des filières pratiques, par exemple les machines agricoles. Sérieusement. Pourquoi l'agriculture aujourd'hui, même si tu balances des tracteurs au Cameroun, bon, je ne vais pas parler des tracteurs qu'on a sémés à l'ouest, qui n'ont jamais poussé. Non, c'est Ebolo, pardon, c'est Allez, chez au nous, c'est sud, au sud, Ebolo. au sud, autant pour au sud pour Ah, moi. Ebolo. C'était Ebolo. Au C'est sud, Ebolo, T'es pas à pardon. l'ouest. autant Pardon, pour moi. c'est Ebolo. C'est Ebolo. Bah, je ne vais pas parler de ces tracteurs qu'on a sémés là-bas qui ne poussent pas. Mais il est évident qu'on doit former des gens à faire la maintenance de ce type d'appareil. Il ne faudrait pas qu'un agriculteur ou quelqu'un qui est propriétaire d'une ferme qui dépense de l'argent, parce que là, le Cameroun est arrivé au niveau où pour nourrir correctement les Camerounais, on va forcément y arriver. À un moment donné, ce sera soit ça ou on meurt, ce qui fait qu'on a des choses chères aujourd'hui. J'ai découvert assez comme ça que il est plus facile aujourd'hui de manger les pâtes, le riz, que de manger le plantain, la banane, le macabo. Des choses qui pour moi c'était les trucs des pauvres en fait. La patate douce, les pommes de terre, ça c'est des trucs qu'on mangeait. Bon, les pommes de terre c'est un peu plus cher quand même, mais plantain, macabo, des choses, c'était des trucs qu'on mangeait quand tu n'avais rien à manger. Tu arrivais chez quelqu'un, il n'y avait rien à manger, tu trouvais toujours un régime de plantain que vous pouvez brûler le plantain et tremper dans l'huile de palme. D'ailleurs, quand j'attaquais souvent les gens en disant que c'est des mangeurs de plantain, l'huile de palme, a été mon repas. C'est pas, je ne renie pas d'où je viens. Moi-même, j'ai fait ça. Rajouter le cube dans l'huile de palme et manger. Donc, c'était très bon d'ailleurs à l'époque. C'était très bon. Je ne regrette pas ces côtés palpitants de ma vie. J'aime bien chambrer les gens et on croit que je suis dans un déni de quoi que ce soit. Mais tant que ça énerve, parce que mon rôle, c'est parfois d'énerver un certain type de personnes, c'est le but parfois, quand ça marche, ça me fait plaisir. Mais à la base, on a tous fait ça. Tu arrivais chez un ami, à midi, vous aviez faim, il n'y avait rien à manger. Du moins, il y avait toujours le plantain. C'est devenu cher. Pourquoi? Parce qu'à une époque, les gens vivaient. Il y avait une partie de la population qui vivait au village et une autre partie qui vivait en ville. Celle du village nourrissait celle des villes contre de l'argent et il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, tout le monde est en ville en train de faire le bensikin. Serge, et le nucléaire, s'il te plaît, au Cameroun, est-ce que c'est envisageable? Le quoi Non, Pour je vais finir. l'énergie. J'arrive. Ok, voilà. J'arrive. Et donc, Titi, s'il te plaît, tu me permettras de reformuler la question là pour qu'il réponde de façon comparative. Serge, pardon, excuse-moi d'avoir coupé ton élan. Non, On a discuté avec Titi sur un panel en ce qui concerne le nucléaire. Donc, je vais reformuler sa question de sorte à ce que tu puisses répondre dans un angle comparatif. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Donc, en fait, oui, je disais que les gens travaillent en ville pour nourrir. Bon, tout le monde veut faire le bensikin en ville, le taxi, vendre de l'eau glacée, tout ce que vous voulez. Et du coup, il n'y a plus personne pour cultiver. Dans les peu qui cultivent, comme il y a le Gabon qui est très bon demandeur, qui paye très bien, donc on est obligé de bagarrer avec ces gens-là, ce qui fait que on se retrouve avec des denrées qui sont très chères et pas disponibles pour tout le monde. Donc, clairement, inévitablement, ce qui pouvait marcher pour une population de 10 millions d'habitants commence à être problématique pour une population de 30 millions d'habitants. Donc, inévitablement, on va passer à des méthodes agricoles si on veut s'en sortir. Et pour ça, il faut des gens qui soient formés pour faire la maintenance de ce type d'appareil. Il ne faudrait pas qu'un type achète un appareil à 150 millions en France pour sa ferme. Au bout de 3 jours, la terre rouge bloque, je sais pas moi, un truc, et ben le machin, il est obligé de rester 3 semaines à la maison parce qu'il faut que le réparateur vienne de France. Donc clairement, ce n'est pas viable. Donc comprenez bien que pour moi, je pense que le candidat qui comprend bien les choses, hein, il doit essayer de mettre plus d'écoles techniques et mettre des filières à la con, là, les filières où tous les cancres vont souvent. Mais ils sont cancres parce qu'ils cherchent la facilité, c'est pas qu'ils sont cancres parce qu'ils peuvent rien faire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que du coup, vous mettez en histoire, vous les formez à l'entretien des machines agricoles, ils vont y arriver. Mais il faut que les gars, il faut que les gars pensent y aller. Donc, tu mets les concours dans cela. Tu veux faire histoire en fac, pas de problème, il y a un concours, il n'y a que 100 places disponibles. Voilà, c'est comme ça. Sinon, tu vas te débrouiller à aller faire autre chose. Plus le temps de former, je sais pas moi, 1000 personnes, 1000 historiens qui vont tout faire après pour acheter une place parfois dans le gouvernement et qu'on va retrouver sur les plateaux télé en train de raconter de la merde, qui dit je suis professeur, je suis docteur, et il s'exprime en économie. Je suis professeur, je suis docteur, il s'exprime sur des questions liées à l'énergie. Non, ils connaissent pas. Donc, on en a un peu marre de ces personnes-là. Donc la vérité, c'est que oui, il faut mettre beaucoup plus d'écoles techniques pour faciliter ce genre d'entretien, que les gens ne prennent pas ces métiers comme des sauts métiers. C'est des métiers qui ont de l'avenir. La maintenance des appareils comme les éoliennes, la maintenance des appareils photovoltaïques, tout ça, oui, il y a un potentiel énorme, puisqu'on a 475 442 km², une bonne partie dans le nord. Vous pouvez mettre des fermes photovoltaïques dans le nord, et en journée, ça produit l'électricité, vous baissez la puissance du barrage. Ce qui veut dire que vous allez dépenser moins d'eau,
Et le barrage, lui, ne tourne que la nuit pour apporter l'électricité pour au moment où il n'y a plus d'électricité, ou au moment où il n'y a pas de vent, au moment où il y a très peu de... Vous voyez, on peut avoir ces énergies-là et on utilise les barrages pour piloter. C'est-à-dire que quand le photovoltaïque, quand le soleil se couche, bah, il n'y a plus grand-chose qui sort du photovoltaïque. Bah, à ce moment-là, si les éoliennes tournent toujours, bah, on regarde ce qui manque. Et bien en fait, on a juste le débit dans les turbines pour produire exactement le différentiel. Le lendemain, quand le soleil s'élève, bah, les turbines s'arrêtent. Mais si le soleil produit plus qu'on ne consomme, les pompes relèvent l'eau de l'autre côté du lac. C'est-à-dire que l'eau qu'on a balancée en amont, bon, on l'utilise, on le fait remonter dans le barrage. Et voilà comment on peut foncer. Donc, il y a un potentiel, comment dire, énergétique, énergie renouvelable. Nous, justement, on a l'avantage que comme il y a plein de choses qui n'ont pas encore été faites chez nous, nous, on peut partir d'une feuille blanche, développer un modèle écologique. Par exemple, virer tous les taxis à la con des Yaoundé, développer un modèle de transport écologique. On peut partir à zéro. Tout le monde, nous n'avons pas tous la voiture au Cameroun. Ça tombe bien. Il faut plutôt aller vers un modèle où nous passons de voiture, où nous ne sommes pas tenus d'avoir la voiture. Et comme ça, le modèle est tel que les gens n'auront pas besoin d'aller acheter la voiture. Quand vous voyez tout l'argent que les Camerounais dépensent pour dédouaner les voitures au port, mais attendez, cet argent-là peut être investi autrement. Comme peut-être un actionnaire, je ne sais pas moi, dans des trams électriques, quoi, tu vois. Si on peut repenser notre modèle, étant donné que tous les Camerounais n'ont pas de voiture, si nos villes sont engorgées, c'est parce qu'il n'y a pas de route. Déjà, si vous mettez un périphérique qui contourne Yaoundé pour éviter de passer systématiquement par le centre, vous réglez trois quarts du problème d'embouteillage dans Yaoundé. C'est juste qu'il n'y a pas de route. Voilà. Et comme tout le monde n'a pas de voiture, si on développe les transports en commun, peu de gens vont aller acheter les voitures. Et donc, on peut repenser notre modèle dans ce sens, on a la marge, alors que les Américains, non. Ils sont tellement habitués, ils ont une culture de voiture que leur demander de se passer de voiture, c'est presque comme si tu leur coupais une jambe. Mais nous, on part de zéro. On n'a rien. On peut repenser nos villes, les pistes cyclables, pousser plus les gens à aller vers les vélos. Voilà. Le vélo, c'est pas un truc de pauvre. Il y a beaucoup de boss ici, là. Vous arrivez, le mec, c'est ton patron, hein. Le soir, quand tu vas prendre ta voiture, prends le vélo pour rentrer chez lui. Il a toujours un local où il va se déshabiller. Il se habille en cycliste, il part. Tu le croises dans la rue, tu sors parfois avec ta voiture, là, tu passes avec ton 4x4 devant lui. Mais on peut croire que c'est toi son patron, alors que c'est lui ton patron, en fait. Donc, c'est cette façon de faire, aller vers ce type de modèle, que les gens ne croient pas que l'opulence, et ça doit aussi changer dans notre habitude. Arrêtons de glorifier les gens parce qu'ils sortent avec un gros 4x4. Respectons les gens par rapport à leur façon de penser, par rapport à ce qu'ils apportent à la société. N'allez pas dire, non, le gars là, c'est un grand. Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit que je n'étais pas ingénieur parce que je portais des t-shirts tout le temps. Vous voyez que quand vous avez cette façon de faire, c'est pour ça que vous avez. Et si le Camerounais réfléchit comme ça, imagine, moi, je suis pas un féru du respect, je m'en fous en fait du respect, j'aime pas la soumission, tout ça, c'est quelque un couloir. Hein. Tu sais, les anciennes maisons, parfois la porte de la chambre donne direct sur le salon. Donc quand ton père est dans la chambre, il t'entend rouspéter au salon. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué puisque les gens ils mettent une sorte de couloir qui distribue les chambres, ça crée quand même un cassage, quoi. Mais dans ma maison de Fumbot, c'était un rectangle salon avec la chambre de mon père qui donnait direct sur le salon. Donc je peux te dire que parfois il m'entendait rouspéter, il se demandait ce qui m'arrivait parce que je regardais l'émission. Il y a une question qui est posée, qui est claire. Moi, j'attends la réponse. J'ai envie de comprendre la réponse. Le mec, il répond pas. Je dis, mais le gars, il te sort une saillie. Je voyais que c'était la merde qu'il a raconté. Pourtant, je faisais première, je faisais terminale. Et je me dis à chaque fois, c'est ça un intellectuel. C'est ça un intellectuel. Et donc, quand je voyais mon père, parfois, que je trouvais qu'il raisonnait beaucoup, donner, comment dire, idolâtrer ces gens, je disais à mon père, tu vaux mieux qu'eux. Et c'est parfois une rébellion par rapport à ça. Le fait que dans un pays, pour être pris au sérieux, il faut que tu parles avec une veste et cravate pour qu'on te comprenne. Et non, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que oui, il faut laisser parler les gens compétents. Moi, je vais vous dire, le Cameroun d'aujourd'hui, si Flore de Lille se met en live avec Steve, ils font un live tous les deux pour parler d'énergie au Cameroun. Je me mets en live avec Momo qui est économiste, donc on se complète, hein, puisque je vous ai souvent dit le défi de développement d'un pays, c'est les économistes et les techniciens. Si les États-Unis sont puissants aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y avait un idéologue ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a eu des scientifiques derrière qui ont travaillé à leur donner la puissance. Donc c'est vraiment un défi qui concerne ces deux-là. Mais si Momo et moi on fait un live pour parler énergie, qui semble intéresser pas mal de personnes ici, à votre avis, il y aura beaucoup de gens où? Il y a beaucoup de gens, c'est Fleur de Lille, parce qu'on pense encore que quelqu'un qui est populaire a raison, c'est de quoi il parle. Et c'est ça notre drame en fait. C'est notre problème. C'est qu'on n'écoute pas les gens pour leurs compétences. On va apprendre. Avant qu'ils ne reviennent, allez vous inscrire sur les listes électorales.
Désormais, avant de parler sur le panel ici, vous allez d'abord présenter ça. Moi, je vous dis, vous allez faire des vidéos sur vos comptes pour montrer votre carte d'électeur. Vous n'allez plus nous distraire en 2025. Voilà. Serge, tu peux continuer, s'il te plaît. Tu n'es pas audible. Ton micro. Tu n'es pas audible. Jusque-là, on ne t'entend pas. Non, il est au téléphone. Ah, d'accord. Ah, ok, je comprends. Voilà. Je disais tantôt que allez vous inscrire sur les listes électorales. Arrêtez le bavardage, les embrouilles. Momo, tu connais le mot d'ordre ici. D'ici peu, vous avez jusqu'au mois de janvier. Dès février, là. Si quelqu'un veut même venir bavarder n'importe quoi ici, un émissaire ou un modo doit aller sur son compte voir une vidéo ou une photo de lui, ou d'elle qu'elle a mise ou qu'il a mise, présentant sa carte ou son récépissé. On ne peut plus accepter qu'on soit en train d'abattre un travail comme ça. Les moutons soient seulement là que oui, ça va changer, ça va changer. Pourtant, vous êtes couché chez vous en train de tirer je ne sais quoi. Allez vous inscrire avec, sur les listes électorales. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte aucun centime. Ici au Cameroun, je vais reprendre mon travail d'avant. Et j'ai commencé ça dès aujourd'hui. Oui, pour ceux qui ne savent pas où ils peuvent s'inscrire dans la ville de Douala, moi-même, je vais me déplacer, viens vous chercher, on part, je vous aide à vous inscrire là-bas. Allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est tout ce qu'on vous demande ici. On n'a pas besoin d'aller chercher qui que ce soit. Elle est comme fait les campagnes de proximité. Non, tu connais elle est comme fait. Non, elle est comme fait les campagnes de proximité. Je pense que si, avec les multiples campagnes de proximité, si quelqu'un dit qu'il n'a pas pu s'inscrire, c'est que c'est un paresseux. Tout simplement. Ils vont sauf que faire, bro. Le tout, si on va entrer derrière eux qu'avec le feu. Ils vont sauf que faire. C'est ce que j'ai fait en 2024. On a pu mettre quand même 2000 personnes. C'était pas rien. Je mettais les statistiques chaque jour. Et cette année, c'est pareil. Vraiment, prenez conscience, chers Camerounais. Personne ne viendra changer votre pays à votre place. Max Seigneur, il combat de... Ceux qui n'ont pas de carte d'identité ne peuvent pas s'inscrire. Hein. Bro, non, avec les récépissés. Avec les récépissés, ils s'inscrivent. On s'inscrit avec le récépissé, non, bro. Toi aussi. Même périmé. Depuis les années. Vous croyez que ça va tomber dans l'eau? C'est lui seul qui va changer le pays. Il faut qu'à un moment donné, la masse suive. Franchement, on est trop docile là-dessus à un moment donné. Vraiment, les gars, bougez-vous. Les filles, bougez-vous. Ne dites pas que vous ne faites pas la politique. La politique va vous faire. On ne vous demande pas d'aller vous présenter quelque part. On ne vous impose personne. On vous conseille. Allez vous inscrire sur les listes électorales, chers tous. Prenez conscience, le changement viendra par tout le monde. Ta voix seule compte, elle peut changer tout. Voilà. Serge, je suis à finir ton truc, tu peux... Avant, il a fini son après là. Il est toujours au téléphone. Titi, Zalo, tu parles du potentiel, en fait, d'une éventualité du nucléaire au Cameroun. Pourquoi pas? Parce qu'il avait expliqué ça lors d'un live. Il a dit que le Cameroun est doté de... En fait, pour faire un nucléaire, il faut beaucoup d'eau. Il faut un pays où il y a beaucoup d'eau, en fait. Et donc, comme on a un potentiel avec plein de rivières. Ici, il en parlait. Moi, je ne vais pas parler à sa place. C'est pourquoi je l'ai relancé dessus. Mais pas seulement. Il faut aussi l'existant. Il faut déjà avoir une certaine expérience dans le nucléaire. Mais attends, l'expérience, au départ, ça s'achète, non? Les gens qui viennent former et tout. C'est pourquoi il a parlé de maintenance. Sincèrement, le nucléaire n'a pas place d'être au C'est mon idée. Pourquoi pas? On est sur l'équateur. On a assez de soleil pour courir le risque d'avoir, n'est-ce pas, des centrales nucléaires sur le territoire et qui vient avec, n'est-ce pas, des maux de tête considérables pour la gestion de sa sécurité et des déchets. Et des déchets générés. Et nous baignons de soleil 12 heures par jour. Nous avons le soleil 12 heures par jour. Oui, en saison sèche, mais en saison de pluie, le niveau d'ensoleillement... Non, aujourd'hui, tu as des panneaux qu'on dit solaire, mais tout simplement, il suffit qu'il ne soit pas... qu'il n'y ait pas d'obscurité, et ça va te générer de l'électricité. Les pays nordiques de l'Europe, par exemple, c'est ce qu'ils utilisent. Vous avez un pays couvert comme la Grande-Bretagne qui est couverte de nuages tout le temps. C'est difficile d'avoir des rayons de soleil, mais il y a beaucoup de panneaux solaires parce qu'il y a ça a beaucoup évolué. Non, c'est clair. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin. Peut-être en termes, oui, de notre nombre, en fait.
Peut-être en ce moment on n'aura pas, mais en tout cas par rapport, je dis ça par rapport au live qu'il avait fait en parlant, peut-être il y avait un pays là qui parlait de mettre en place des centrales nucléaires. Mais il a dit qu'en fait la centrale nucléaire, comme j'ai dit, c'est qu'une idée, hein, c'est pas mon idée qui va forcément être prise en compte ici. Il disait que les centrales nucléaires en termes de production électrique est très importante. Vous voyez? Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure là, au niveau de la formation. Désolé, j'ai eu un appel et c'est le boulot, un boulot first, donc malheureusement je ne pouvais pas vous prévenir. Donc je te laisse continuer, hein, je ne vais pas te recouper. non, le débat toujours du nucléaire, on en parle toujours, je reviens dessus. J'ai déjà compris, hein, Loampo, tu m'as parlé et tout. Tu as dit la gestion des déchets et tout, mais j'avais suivi un de tes lives, celle où tu disais que la production nucléaire, en fait, le degré d'énergie produit est très important. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Le nucléaire, c'est une énergie très dense. C'est une énergie. Si tu peux expliquer pour que les gens se rendent compte de la puissance, la densité énergétique de l'éolienne, vous prenez 10 grammes d'uranium. 10 grammes d'uranium. Si on imagine une voiture qui fonctionnera à l'uranium, hein. Vous avez imaginé, vous avez tous une voiture, quand vous l'achetez neuf, quand vous la rendez, en général, elle a 250 000 km. Donc, je parle de ceux qui sont en France, hein, parce que ceux qui sont au Cameroun, comme le compteur ne marche plus, on ne sait pas, peut-être qu'elle a 1 million de kilomètres, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en France, ça fait partie des choses. 750 000 km au compteur. D'accord. Donc, voilà. Si vous prenez une voiture et que vous la rendez à 250 000, si on part du principe qu'un plan, en général, c'est 800 km. C'est facile de savoir le nombre de pleins que vous avez mis dans la voiture durant sa vie, quoi. Vous voyez? Donc, si je prends 240 000 pour approximer, pour faire rapide, vous divisez par 800 km. Vous avez le nombre de fois où il a fallu faire le plein, le nombre de fois où il a fallu remplir le réservoir. Donc, on est à peu près sur 300 fois. 300 fois. D'accord? Ça fait 300 pleins. 300 pleins, si vous mettez à peu près 50 litres. Je prends un exemple. Donc 15 000 litres d'essence, on est à peu près sur 12 000 kilogrammes, à peu près sur 12 tonnes. Tu as 12 tonnes d'un côté, et de l'autre côté, tu as 10 grammes. Donc 10 grammes, c'est 10 puissance moins 3 kilos. Hein. C'est-à-dire qu'il faut 1000 grammes pour faire 1 kilo. Voilà. Donc, tu as 12 fois 100. Donc, tu as 120 000. Donc, 1 gramme d'uranium vaut 120 000 grammes de pétrole, quoi. Vous imaginez un peu pourquoi l'énergie, le nucléaire est très dense. Donc, c'est vraiment quelque chose de très dense, mais ça demande en fait une technologie de pointe. C'est pour ça que ça coûterait cher. Les pays comme nous, qui avons des PIB de l'ordre de 45 $, 45 milliards de dollars, c'est très difficile de s'offrir une centrale nucléaire parce que ça coûte très cher pour ce que nous avons. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la centrale nucléaire... Titi, je crois qu'il a évacué ta préoccupation. Oui, c'est vrai. S'il n'a pas les moyens, je comprends. En fait, Titi avait encore l'espoir que tu allais dire. Non, mais j'ai dit à Titi tout à l'heure que bien que le nucléaire puisse servir au Cameroun, si on tient en compte les réalités actuelles de notre pays, il serait opportun de se servir des choses que nous avons à notre disposition. Je m'adresse à Serge, notamment, puisque dans le programme du MRC, il est prévu que, au lieu de faire des grands barrages dans certaines localités et transporter ça sur de grandes distances où pendant le transport, il y a de grandes pertes d'énergie, il serait plus opportun de faire plutôt des mini barrages. Et il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec les mini-barrages parce que à chaque fois, c'est ce que j'appelle la fausse bonne idée en fait. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais un seul ouvrage, tu profites de ce qu'on appelle le facteur d'échelle en énergie. Le facteur d'échelle, ça veut dire par exemple que un grand ouvrage qui va produire 1000 mégawatts, c'est-à-dire 1 giga, peut consommer en termes de matière. Allez, supposons qu'il consomme M en termes de matière. Maintenant, si tu veux faire, disons, 20 ouvrages pour la même puissance, donc 20 ouvrages de 50 mégawatts, pour produire la même chose,
En réalité, tu ne vas pas produire M. Tu vas produire quelque chose qui va à peu près sur 2M. Prends une voiture, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Quand tu augmentes la capacité, quand tu prends une berline, elle va faire 1 tonne 2. On est d'accord, hein? Voilà, avec une charge utile, je vais dire de 750. Avec une charge utile de 750 kilos. Tu peux même rajouter une remorque derrière de 750 kilos. Très bien. Le truc, c'est que quand tu prends un 4x4 qui a 5 places aussi et qui a une benne derrière, elle ne pèse pas le double de la voiture. Tu vois, elle va peut-être peser 1 tonne 4, mais elle prend avec une plus charge de matière. utile beaucoup plus grande, dont Voilà. une charge Donc, utile de 1500. C'est ce qu'on appelle le facteur échelle. Donc, si tu veux faire la même chose, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Clairement, ça contrarie un peu l'idée quand on parle d'énergie propre avec peu d'impact dans l'environnement, c'est le contraire. Par exemple, le photovoltaïque. Imaginez un monde où chacun a des panneaux photovoltaïques sur sa tête. C'est pas possible. Ça va consommer énormément de matière. On va avoir d'autres problèmes parce que tout ça, là, c'est la matière qu'on va chercher sur Terre. Et puis, c'est aussi les déchets qu'il faut, puisqu'un panneau photovoltaïque, je crois qu'il a une durée de vie de 15 ans, à peu près. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça Ouais, c'est ça. Mais déchets. est-ce qu'on ne compense pas la matière, comme tu as dit tout à l'heure, par le gain qu'on fait sur la limitation en termes de perte d'énergie? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me dis que si on dépense 2 fois plus de matière pour faire des mini-barrages, on peut compenser la perte des matières par l'économie qu'on fait, n'est-ce pas, en limitant la perte d'énergie sur le transport. Oui, alors le Cameroun, c'est pas non plus les États-Unis hein, où tu peux avoir des énormes pertes. Je pense que du nord au sud, tu as 1000 km. Donc 1000 km, c'est assez raisonnable pour transporter l'électricité. Tu mets du 300 000 volts, tu as un courant qui est minable, quoi. Tu vois, tu as un très très faible courant. Que le Congo a. Le Congo, par exemple, c'est beaucoup plus large que ça. Par exemple, le bassin de Linga, les Sud-Africains, ils étaient intéressés parce que c'est la puissance qu'il y a, qu'on peut en tirer, peut arroser toute l'Afrique australe, quoi. Le problème, c'est que l'Afrique du Sud est trop loin. Trop loin. Et donc, quand l'électricité arrive là-bas, elle a perdu presque la moitié. Mais nous, au Cameroun, ça va. Je veux dire, hein, de Maroua jusqu'au sud, on a quoi, 1000 bornes. Donc, ça reste raisonnable. Et je pense que le transport, c'est un défi. Et tu vois que c'est les filières dont on parle là, ça accompagne aussi avec les filières de traitement des déchets. Parce que sinon, on va se retrouver comme à Bamako actuellement, où ils ont plein de groupes électrogènes comme des poubelles, quoi. Parce que comme ils n'ont pas d'électricité, les gens achètent beaucoup de groupes électrogènes. Et quand ça se gâte, on jette dans la route. On jette en route. Donc j'ai mon cousin qui m'a filmé ça la dernière fois, c'est pitoyable, c'est grave, c'est gravissime. Donc tu vois que c'est toute cette filière-là qu'il va falloir accompagner le développement durable et tout. Et je vous dis, il y a des usines aujourd'hui qu'on appelle des usines de valorisation de déchets. Vous en construisez un près de Yaoundé, il remplace Isakam, avec tous les déchets qu'on a là-bas. Avec ça, tu produis l'électricité. C'est-à-dire que c'est comme une centrale thermique, mais sauf qu'à l'entrée, là où tu as du fuel dans les centrales thermiques et tout ça, là, tu as du gaz. C'est du déchet, pardon, à la place du gaz et tout. Et on a les déchets, quand ils sont plutôt bien triés, en général, une tonne de déchets a assez de pouvoir calorifique que 150 litres d'essence. Donc, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, avec ça, on débarrasserait les déchets. Donc, les compagnies seraient bien contentes de venir prendre nos déchets parce qu'il faut assurer un flux continu dans la centrale pour qu'elle continue de produire l'électricité. Et en plus, elle peut produire de l'eau chaude. C'est-à-dire que, par exemple, une usine comme Chococam, ou toutes les usines qui ont besoin d'eau chaude dans leur process, ils ont juste à s'installer à côté. Cette eau chaude-là leur est acheminée directement depuis cette centrale-là qui va la vendre. Et ce sera donc de l'énergie en moins à prélever, par exemple, sur l'électricité pour chauffer cette eau-là, ou par exemple sur le gaz, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, les déchets, en fait, quand ils sont triés, quand on prend tout déchet confondu, villageois, le pouvoir calorifique, il est de 150, il est c'est à peu près l'équivalent de 150 litres. Une tonne, c'est 150 litres. C'est à peu près le même pouvoir calorifique que le bois. Le bois, c'est la même chose, hein.
Une stère de bois, c'est à peu près l'équivalent de 150 litres d'essence. Et une tonne de déchets, c'est à peu près la même chose. Donc tu produis avec exactement la même, avec ces déchets, la même. Mais c'est des sujets qui sont régaliens. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se lever un matin. Une usine comme ça coûte cher. C'est quelqu'un peut pas se lever le matin. Il dit, je vais faire ça, quoi, tu vois, tout seul. Non, pas. Et de la vapeur chaude. C'est justement de ça que je parlais tout à l'heure quand je parlais oui. Quand je parlais d'eau chaude pour lui, D'eau c'était la chaude. vapeur, oui. Ouais, justement. Et vous avez également quoi? Pour moi, les barrages, nous vivons, je dis encore sur l'équateur, nous bénéficions de beaucoup de soleil et de beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. C'est vrai que des centrales, on a des grands cours d'eau sur lesquels on a construit déjà des barrages, beaucoup de barrages, qu'il faudrait tout simplement exploiter. Mais aussi, dans certaines régions, on peut créer des mini-barrages qui vont s'ajouter, n'est-ce pas, à ces petits, à ces grands barrages. Restant toujours dans la philosophie. Est-ce que tu as regardé la rentabilité de ces barrages, la constance? Parce qu'en fait, tu sais, quand on parle de barrages, on pense très souvent à quelque chose que tu fais. Pardon, vas-y, laisse-moi arriver à la fin de mon idée, s'il te plaît. Ce que je voulais dire, c'est que ces mini-barrages, ce ne sont pas des trucs qu'on fait sur des petites rivières, disons sur quelque chose de par exemple, tu penses à laquelle? de consistant. Pense à laquelle, Well, le camp, par exemple, le nez. T'as un bon dénivelé sur le camp ou pas? Pardon? T'as un bon dénivelé ou pas? Parce que tu sais que pour un barrage est intéressant si tu as une grande quantité d'eau disponible et un fort dénivelé, c'est le delta H. Hein. Oui, bon, quand on parle déjà de la région de l'Ouest où on a beaucoup de possibilités de créer, n'est-ce pas, de créer des grandes rétentions d'eau parce que c'est plein de montagnes. Je disais que ces barrages également vont servir, n'est-ce pas, à créer une autre industrie. En général de l'électricité, on va créer, n'est-ce pas, des zones de pisciculture qui s'ajoutent, n'est-ce pas, à la création des emplois et fournir, n'est-ce pas, des demandes en poissons dont nous sommes très friands. Et surtout dans l'ouest du Cameroun, où on n'a pas assez de cours d'eau majeurs. C'est une nécessité parce que il y a beaucoup d'investissements agricoles, industriels et personnels de grosses maisons, mais on se rend compte que par exemple il n'y a pas de source d'eau pour lutter contre une incendie majeur. Ce sont des choses qu'il faudrait créer dans presque chaque village, comme peut-être chaque en fait, ce que tu veux dire, c'est d'avoir des retenues d'eau qui peuvent être à la fois utilisées pour l'électricité et à la fois pour arroser les zones en saison sèche, c'est ça? C'est ce qu'ils font dans le sud de la France, hein. Dans le sud de la France, dans les zones des Alpes, comme par exemple dans le département 05, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, vous avez une succession de lacs, de montagnes qui descendent au fur et à mesure jusqu'à Marseille. Et je crois que tous ces barrages produisent l'équivalent de 10% de ce que la France a besoin. Donc c'est gigantesque. Et créer ces retenues d'eau
offre, n'est-ce pas, la pisciculture, Attends, offre des zones de j'explique, village. tu permets que j'explique tu permets que Ouais, j'explique quelque chose à vas-y. Steve. Il a dit les barrages sont très soumis au changement. Non, en fait, faut pas voir un barrage qui est juste un truc qu'on a mis sur une chute. Un barrage, vraiment, pour qu'il soit rentable sur une longue période, il faut que ce soit vraiment une retenue d'eau. Donc, ça veut dire quasiment supprimer. Si au bon endroit, il y a des villages de part et d'autre, ça veut dire qu'il faut supprimer ces villages-là. Parfois, être capable de retenir de l'eau sur presque, on va dire, 100 mètres de hauteur. Si tu fais ça, au moins, tu as l'avantage qu'en saison sèche, tu as un flux continu, c'est-à-dire que l'eau se stocke pendant toute la saison sèche. Pendant les saisons de pluie, bah, tu as une grosse quantité d'eau. Hein. Et pendant les saisons sèches, bah, en fait, cette eau-là, elle est utilisée pour fournir les agriculteurs une énergie mécanique. Cette énergie que la voiture produit vient de la combustion de l'essence dans lequel il y a de l'énergie. Hein. Donc, on appelle ça le pouvoir calorifique. Donc, il faut bien que l'énergie vienne de quelque part. En l'occurrence, dans le nucléaire, c'est la fission des atomes qui va dégager d'énormes quantités de chaleur, qui va aller chauffer de la vapeur, donc générer la vapeur, laquelle va aller se détendre dans une turbine, la fait tourner. Dans une centrale hydroélectrique, l'énergie ici qui fait tourner la turbine, c'est l'énergie potentielle. Donc, quand on dit énergie potentielle, ça veut dire qu'il faut une différence de hauteur. Si tu n'as pas de différence de hauteur, déjà, tu auras zéro en sortie. Donc, il te faut une différence de hauteur. C'est ça la source. Potentiel, c'est pression. Non, potentiel, c'est position. C'est plus par rapport à position. Ça peut être évidemment la pression, puisque la hauteur, ça se transforme en pression quand tu vas plus bas. Par la loi hydrostatique, delta P égale à rho GH. Hein, donc, plus tu t'enfonces en profondeur, plus tu convertis la hauteur en pression. Voilà. Donc, quand on est dans l'eau, c'est ça. Quand on est dans un corps qui chute, quand tu descends, tu convertis la hauteur en énergie cinétique. Donc, au fur et à mesure que tu descends, bah, tu accélères. Et quand tu es dans un barrage, quand tu es dans une retenue d'eau, au fur et à mesure que tu vas vers le fond, la hauteur va se convertir en pression, ce qui donne raison à notre camarade qui a parlé de potentiel par rapport à la pression. Mais de base, quand on dit potentiel, ça vient de la hauteur. Donc, il faut toujours un dénivelé pour qu'il y ait un écoulement. Parce que la turbine, elle va tourner pourquoi? Elle va tourner parce que tu as de l'eau qui va s'engouffrer dedans avec une forte pression et qui va entraîner ces turbines sur lesquelles sont montés le rotor et l'alternateur qui va te convertir le mouvement de rotation en mouvement en énergie électrique. Donc, il faut bien qu'il y ait une différence de hauteur. Maintenant, si tu fais une retenue d'eau, il y a toujours une limite. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de dénivelé entre les deux côtés du barrage, ce qui va se passer, c'est que quand l'eau va s'équilibrer de part et d'autre, mais tu ne pourras plus rien tirer. S'il n'y a pas une différence de hauteur entre les deux niveaux, il n'y a rien, il n'y a pas d'écoulement. Donc la turbine, elle s'arrête direct. Il n'y aura rien en fait. Donc c'est pour ça qu'un fleuve qui est très puissant, tu peux peut-être mettre des houles, des choses qui vont être entraînées par le courant. Tu vois, là, c'est la vitesse de. Tu peux avoir, s'il y a un fleuve qui a un très fort courant à certains endroits, tu peux mettre des turbines qui sont entraînées par le courant de l'eau. Mais ça, ces turbines-là, par contre, seront sujettes à la météo. Mais pour ce qui est des barrages, en fait, il faut absolument une différence de hauteur pour que tu puisses produire. C'est le critère de base même pour aller installer un barrage quelque part. Après, dans certains cas, tu peux avoir des chutes. Donc, on en a pas mal dans nos villages bamiliqués, là. On a pas mal de chutes. Tu mets des turbines, je crois que c'est des turbines de Pelletier ou c'est Kaplan, je sais plus, je sais pas comment ça s'appelle. Là, vous savez, le truc qui tourne là, tu as le jet d'eau qui entraîne. Je sais pas si c'est la turbine de Pelletier ou c'est la turbine de Kaplan. J'ai oublié, je sais pas lequel des deux. Vous voyez un peu ce que c'est, non? C'est un jet d'eau qui tape dessus et comme ça tape sur chacune des pales et au final, ça fait tourner le machin. Ça peut produire, bon, allez, de l'électricité pour alimenter quoi, 2-3 foyers. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Merci, il y a quelqu'un qui dit Kaplan. Vu qu'il s'appelle Koshi, j'ai tendance à faire confiance à ce qu'il dit, puisque Koshi, c'est pas le Pékin moyen qui va s'appeler Koshi, c'est un grand
des mathématiques, c'est respect Kouchi, c'est un très grand maths. Donc. Momo, ça, il faut instruire le maximum de personnes possibles. Hein. Je te demande, mets la chambre de commerce, comme ça on aura 500 personnes. Elles vont venir s'éduquer même de force. Alors, excusez-moi, le sujet chambre de commerce, c'est quoi en fait? Parce que j'ai pas suivi. Je suis un peu paumé, j'ai pas suivi. Les gars, si vous n'aimez pas la paix, les gars n'aiment pas la paix. Les gars, la chambre de commerce, on quitte de 250 à 500. Ben oui. C'est d'une débilité qui ne dit pas son nom. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Je vais résumer. Hein. Je résume le débat de la chambre de commerce pour que tu comprennes. En fait, on nous a appris ces derniers temps que... Non. S'il te plaît, attends, je résume. On nous a appris ces derniers temps que... Le vrai président du Cameroun... On ne peut pas discuter de ça ici, là, en Pau. Je suis partagé parce que d'un côté vous me dites que c'est pas intéressant, mais de l'autre côté vous me donnez envie de chercher à savoir ce qu'il y a derrière, donc je sais pas. Il veut créer du trafic avec ça, c'est pas intéressant la chambre. Alors, s'il te plaît, laisse-nous continuer dans cette affaire. Nous, on est plus en fait intéressés. Mais cela dit, continue à dispenser le savoir. S'il vous plaît. Mais ceux qui pensent que c'est un débat à la con, ne tombez plus dans le piège quand vous sentez que la chambre de commerce elle est intéressante, tu sais, la chambre de commerce c'est la chambre de commerce, moi je préfère descendre. Attends, non, on va pas parler de la chambre de commerce quand même. La chambre de commerce quand même, c'est une espèce de boule magique, de boule gengue, des enfants de sud, de l'eau et de la forêt et de la bêtise au nom de Bangado et Kampati qui ont créé un nouveau mouvement pour expliquer que c'est le président de la chambre de commerce qui est au-dessus de Paul Biya. C'est pour ça que Paul Biya a échoué. Voilà l'histoire de la chambre de commerce sur TikTok. Serge, voilà dans ce qu'on appelle... Attends, j'ai rien compris. Vas-y. En fait, il y a un groupe d'enfants du sud, de l'eau et de la forêt. Ils se font appeler les enfants de l'eau et de la forêt et de la bêtise. Il y a Abdel Karim, il y a Bangando. Attends, Abdel Karim, c'est le crétin qui est au Canada, là, c'est ça? C'est pas Voilà, l'idiot qui est au Canada. Le Bafia, là. J'ai même cru qu'il était Bamoun. J'ai dit, mais les Bamouns ne sont pas bêtes comme ça, quoi. Donc... Alors que c'est même un Mandjara, hein? C'est notre fils. Non, il est Bafia. Oui, c'est même c'est un Mandjara comme ça, c'est un fils. Donc, ils ont créé un mouvement sur TikTok. Ils expliquent aux gens que si Paul Biya a échoué, c'est à cause de la chambre de commerce. Et qu'à la chambre de commerce, c'est les Bamileke qui gèrent l'économie du Cameroun. Et c'est pour ça qu'ils ne permettent pas à Paul Biya d'avoir les devises. Donc, Paul Biya échoue. Et ils attaquent avec, voilà l'histoire de la chambre de commerce. Mais heureusement que ça s'arrête. Vous avez fait des lives sur ça? Non, mais on n'a pas fait des lives. Jusqu'à Equinox, on a parlé. Hein. Ça a fait un mouvement de ouf. Jusqu'à ce moment-là de Equinox. S'il vous plaît. Je crois qu'il y a quelque chose en communication que nous devons, n'est-ce pas, comprendre et adopter. Il y a des stupidités qui sont, n'est-ce pas, émises par des imbéciles et véhiculées sur certains groupes où des imbéciles sont à l'écoute. Et quand maintenant on va sur des réseaux, on va sur des lives, on écoute des gens parler. Et quand même, on a une évaluation, n'est-ce pas, du niveau d'intellect de tous les participants. Et quand vous trouvez certains participants dans certains panneaux, faut pas amener certains sujets parce que en parlant de ces sujets avec ces participants estimés, vous donnez de la validité à ces stupidités. Voilà, merci. On ne va pas se mettre, on va pas se mettre à rediscuter, n'est-ce pas, la formule de l'eau chaude. Non. Ça, tu mets de l'eau sur un point une source de chaleur, elle va chauffer. C'est ainsi. Quand tu parles des bêtises, tu alimentes, tu leur donnes la validité. C'est pour ça qu'au Cameroun, les gens comme les gens de Dieu, Momo, les Tolo, quand on les amène à la télé pour les écouter, en fait, on sait tous que ça, ce sont des grands bandits. Et ce sont des menteurs, mais ils sont en train de mentir. Mais vous les ramenez, les enfants ont écouté, même des petits enfants du primaire,
savent que mais ce monsieur-là, ce papa-là dit des choses qui ne tiennent pas. Et le lendemain, vous le ramenez. Ouais, comme par exemple Et justement, qu'est-ce qui se passe? Vous le validez? Comme par exemple le fait qu'on se balade dans Yaoundé, il n'y a pas de mauvaise route, il n'y a pas d'ordures. Oui, oui. C'est justement cela. On te dit, ben non, il n'y a pas de route entre Yaoundé et Douala qui soit bonne. On te dit non. On a bitumé 60 mètres. On est en train de parler de presque 300 kilomètres et des gens viennent dire il y en a. Vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens dans un système qui se mettent en veste et cravate. Ils vous disent que l'eau que tu as dans le verre, si tu le renverses sur la tête, l'eau ne va pas couler. L'eau va rester dans le verre. Et quand il dit ça, tout le monde est là, on regarde et on attend, on écoute. C'est le gifler sur les yeux et le mettre dehors. Et on ne veut plus jamais de ce type-là. Boka, le danger, c'est même que ces personnes-là parlent à chaque fois. Plus de 30 millions de personnes. Et qu'on finit par incorporer ça comme étant une vérité. À force d'écouter les abrutis à la télévision raconter n'importe quoi, on finit par croire. Et regarde aujourd'hui le niveau de l'éducation au Cameroun. C'est à l'image de nos artistes, c'est à l'image de nos élus. Donc, comme Serge a dit, on est vraiment, on est à l'image de nos élites, des personnes qui nous gouvernent. Désolé, puisqu'ils émanent de cette... Parce qu'on a validé toutes ces bêtises. Bon, vous avez un professeur d'université qui vient à la télé, il ne dit pas trois phrases sans dire, même dans la Bible, on dit ceci. Mais s'il est professeur d'université, il va s'asseoir chaque semaine devant quelqu'un qui n'a même pas eu le bac ou le probatoire et il lui parle, n'est-ce pas, d'un livre qui est plus gros que le petit livre de lecture qu'il n'a pas pu lire et avoir une dictée sans faute dedans. Mais c'est un truc contextuel qu'il est en train d'expliquer à un professeur. Bon, quand toi-même le professeur, bon, c'est un peu générique, n'est-ce pas? Prenons Anango ici, c'est un ingénieur. Si Anango quitte maintenant, il va écouter la mère qui fait les beignets, qui n'a fait aucune ingénierie. Ce n'est pas une dégradation de dire la mère qui fait les beignets. Non, pas du tout. Hein. Ouais, je veux dire, elle n'a pas fait d'ingénierie. Si il s'assoit et elle lui parle de l'ingénierie électrique, elle lui parle comment on peut faire de l'électricité, n'est-ce pas, avec des détails et tous les jours, dans un truc complètement, c'est-à-dire, ce sont des patates et des oignons. Et il écoute tous les jours. C'est qu'il a accepté lui-même de jeter à la poubelle tous ses efforts et des années d'études pour arriver pour accroître les connaissances qu'il a et s'encrouter, devenir bête. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est en fait mon combat. Tu sais pourquoi j'ai beaucoup de problèmes? Parce que volontairement et ostensiblement, je ne laisse pas un médiocre méditer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah non. Voilà. Mais le problème, c'est que ce que tu dis là n'est pas compris en fait. Quand tu as cette réaction, c'est de dire bah non, je peux pas avoir ces connaissances, j'accepte ce que tu dis. On te dit que tu n'es pas humble. Parce que tu sais que chez nous, on utilise des mots qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. J'ai dit souvent qu'on n'apprend pas pour désapprendre. Quand tu sais quelque chose, c'est pas pour aller faire l'inverse. Tu peux pas savoir comment on fait quelque chose et tu vas faire l'inverse. Et tu t'en vas faire tu écoutes l'inverse. Non, le problème chez nous, c'est que comme il y a pas mal de gens médiocres et que le critère parfois de ralliement entre deux personnes, c'est pas toujours un critère rationnel. C'est je me rallie à lui parce qu'il me ressemble. La dernière fois, je demandais à quelqu'un, mais dis-moi, tu es d'accord avec Niamsi, pourquoi? Donc, tel qu'il m'a expliqué, ça s'est résumé à ceci. Je suis d'accord avec Niamsi parce que Niamsi est d'accord avec moi, en fait. C'est-à-dire qu'il n'apprend rien de Niamsi. Il n'apprend rien de Niamsi. Il pensait une connerie. Il a vu un type qui disait la même connerie que lui. Ah oui, c'est vrai, j'aime bien ce monsieur. Mais concrètement, dis-moi un truc sur lequel, donne-moi une opinion que tu avais avant, pour lequel tu as changé d'avis en l'écoutant. Il n'en avait pas. Il n'y en a pas. S'il te plaît, j'aimerais qu'on revienne sur l'énergie. J'aimerais qu'on revienne sur l'énergie. Parce que c'est intéressant de t'écouter, c'est intéressant de t'entendre dire de bonnes choses, de prendre des notes. Oui, bonsoir. Bonsoir le panel. Oui, avec votre permission, est-ce que je pourrais intervenir, si possible? J'aime bien. Intervenir, mon cher ami. Oh, bien sûr. Merci. Chez Momo, c'est la démocratie. Oh, merci, Anango.
Donc, j'étais tout en bas en écoutant les différentes interventions. Je pense que je peux pas laisser ça passer parce qu'il faudrait que mon cher Anango comprenne très bien ce coup fumant. Je dirais des illuminés de ceux qui ne veulent pas donner le bilan derrière l'histoire de cette chambre de commerce. Je vais rapidement simplement caricaturer pour que vous compreniez. En fait, depuis un moment, depuis presque des années maintenant, il y a... Vous avez raison. Vous avez raison, les gens veulent vraiment parler de la chambre de commerce. Je te préviens, Crypto, je ne maîtrise pas le sujet, je ne suis pas sûr d'être pertinent sur la question. Je vais essayer de vous donner une bêtise. Hein. Ouais. Je vais essayer de vous donner une picture, donc une photo. Donc, depuis quelques années maintenant, il y a des cabinets qui sont en train de vouloir détourner la colère et la déception des Camerounais vers un peuple. Donc, le peuple bamileke, bien. Donc, et ils ne savent pas comment faire. Et ils ont essayé de dire que, mais non, Kamto viendra vendre le pays, n'aime pas le pays, vient mettre le feu et tout, et tout, et tout. Ça ne colle pas bien parce que, en fait, ils n'ont pas d'argument. Et aujourd'hui, pendant que les Camerounais attendent le bilan et trouvent une petite bête, et disent que non, mais c'est la chambre de commerce qui est le malheur du Cameroun. En fait, ce n'est plus les Français. Ils ont compris que c'est un vieux disque rayé de Sami Diko qui ne passe plus. Comprenez un peu. Donc, les Français, tout, et les accords, et tout, et tout, et tout. Donc, ils disent que, en fait, les BAMS ont récupéré la chambre de commerce et derrière, dans la chambre de commerce, ils ont plombé l'action gouvernementale. Donc, c'est grâce à cette chambre de commerce que les entreprises ont été, comment dirais-je, ventilées et privatisées parce que... mais c'est une idiotie. En fait, c'est tellement ridicule que je vous avoue, je serais incapable de faire un live dessus. En fait. Je serais incapable de faire un live parce qu'en 2 minutes, en fait, si on développe un sujet, si on commente, on donne le sentiment que ce que la personne a dit est intéressant, c'est ridicule. Tu vois, c'est le genre de choses que je me serais attendu à voir Cathy nous dire, et puis bon, on rigole 2 secondes, on dit, bon, la meuf, elle est devenue, la meuf, elle est devenue sénile, bon, bah voilà, on lui pardonne et on passe à autre chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes en canard. En fait, il faut savoir une chose. Je vous ai dit tout à l'heure que, même si les gens attaquent très souvent les débats bamileke, il y a beaucoup de choses qu'on vous envie. Je vous dis, hein, sincèrement, parce que la plupart des personnes avec la plupart des filles avec lesquelles je suis sorti, qui soient camerounaises, n'étaient pas bamis. Donc, je connais ce que les autres pensent des bamileke. Il ne faut pas trop faire attention à ce que certaines personnes disent dans les médias. Je prends un exemple. Il ne faut pas faire attention à leurs opinions. Les gens font ça pour agiter. Je prends la fille qu'on appelle Suze. Suze, elle est considérée comme une grosse tribaliste sur Internet. Vous pensez qu'elle était ses bamis, mais non. Je veux dire, elle a voulu construire quelque chose avec moi, quoi. Je suis tout ce qu'il y a de plus bamileke, hein, donc, et plus bamileke qu'un Tchang. Tu vois que quand on va vers l'ouest, Tchang, c'est vraiment la partie bami qui est la plus à l'ouest. Donc, on peut pas faire plus bamileke que moi. Non, mais pourtant, ça n'a pas été un problème pour elle. Donc, c'est une façon de dire qu'il faut pas prendre ces gens-là. Non, mais on ne peut pas les prendre au sérieux, ça ne veut rien dire. On ne peut pas rester aujourd'hui. On veut nous orienter de demander le compte et que c'est les Bamileke qui viennent rendre le compte ou viennent faire le bilan de Cameroun, mais non, c'est pas possible. C'est une pensée lunaire. Le problème, c'est qu'on demande des comptes à celui qui gère, on va pas demander à quelqu'un qui travaille son argent, qui investit et qui en tire un bénéfice derrière. C'est celui qui a pris des risques. Pendant longtemps, il travaillait sans salaire, il marchait pieds nus. Bon, un jour, il commence à acheter une voiture. Et très souvent, c'est ça. Nous sommes d'abord les premiers à nous détruire entre nous, les Bamileke, parce que il y a quelqu'un qui va travailler, il part de zéro, il vend le cahier, il fait tout. Le premier, il achète sa quincaillerie, quand il achète sa première voiture, on dit qu'il a vendu sa mère. Donc, voilà. On ne connaît pas accepter la réussite. Donc, il y a plein de choses, mais c'est le travail qui paye, c'est les personnes qui ont travaillé. Vous avez remarqué que tous ceux qu'on accuse d'avoir vendu des gens dans leur famille, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont réussi. On n'a jamais accusé un vendeur d'eau glacée qui vit dans une pauvre maison d'avoir vendu sa mère, quoi. On n'a jamais accusé.
Donc, Ah oui. donc c'est toujours la réussite que nous n'arrivons pas à valoriser. On a nous-mêmes des problèmes en interne chez nous parce que cette accusation de femme-là qu'on traduit souvent chez les gens, c'est pas les bêtises qui nous accusent dans la femme-là, c'est nous-mêmes, Bamileke, qui nous accusons nous-mêmes, puisque c'est quelque chose qui est propre et 100% chez nous. Les affaires de vivre, mourir jeune, tous ces trucs-là, voilà. Je veux dire, vous avez vu récemment, là, Cabrel est décédé. Oh ben ça, c'est connerie. Il aurait été en bêtise. Donc, je vais également donner... Tu vois. Je vais également donner un autre coup de gueule. Aujourd'hui, que les Camerounais soient prêts. Parce que ce que j'entends, apparemment, je sais pas, parce que les histoires du Cameroun sont toujours comme de la sorcellerie. Les gars, pendant que la colère monte, les gars sont en train de préparer calmement et au calme leur révolution de palais. Ah oui. C'est pour ça C'est que le pendant plan que, B. c'est pour ça que pendant que vous Oui. parlez de j'avais dit ça à Momo une fois, Non, c'est ça. j'avais dit à Momo, la meilleure façon de répondre aux attaques tribalistes, c'est de ne même pas en parler. Vous êtes en débat avec quelqu'un, il vous traite d'un goué. Moi, j'étais chez Charmel Kamer hier. Il y avait quelqu'un en commentaire qui essayait de m'attaquer parce que les plus grosses saillies que je balançais, c'était contre le régime Biya. Elle a passé à me traiter un goué, mais pensait que j'allais lui répondre non. Quand tu as des arguments contre un Sardina, ne réponds pas à ce genre de bêtises. Ne réponds pas à ces bêtises. Il faut savoir une chose que beaucoup de tribus Ben, envient la façon. Quand tu discutes avec non, la, même VP de Londres, j'ai discuté la avec VP de Londres, les affaires d'école, de, même les affaires la d'école candidature. que vous entendez, je disais que même dans les villages les plus pauvres, Bamileke, vous avez des écoles qui sont construites par des ressortissants. Même VP Londres lui-même avait souligné ça, que dans leur village, ils n'en font pas. Que ce que les Bamileke font dans leur village, il n'y a pas de bassa. Si tu veux construire une école dans le village, tu cherches à réunir les bassas, tu vas avoir du mal à les trouver parce que ça n'a pas été dans leur culture, ça n'a pas été inculqué chez eux, quoi. Dans toutes les villes du Cameroun, tu vas avoir une association d'un village en particulier. C'est même pas une association Bamileke, quoi. Tu vas avoir, par exemple, je sais pas, tu as Fosong Wancheng, tu as Fongondeng, tu as Foteta, tu as tu as ces associations dans toutes les villes de ces villages en spécifique. Et ça, c'est pareil pour tous les villages Bamileke. Le problème chez les autres, c'est que vous n'avez pas ça. Vous allez peut-être avoir quelque chose qui va réunir tout le département, mais qui n'est pas aussi puissant parce que on est beaucoup plus concerné quand ça concerne l'école qui est à côté de la source, on va souvent chercher l'eau. Malheureusement, c'est encore comme ça qu'on est. Et donc, c'est des choses que les gars ont envie. Et c'est pour ça que je n'ai jamais répondu aux attaques tribalistes. Moi, je sais qu'il n'y a pas de tribalisme. La plupart des filles qui disent Salungo et Bamileke, je savais que je les draguais, 95% seraient tombés. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Je sais que les gens, ils ont trouvé que c'est le Bamileke, en fait. Nous, on a un côté où on est très sensible. J'avais fait une vidéo là-dedans pour dire qu'il faudrait que nous, on soigne ça. J'ai l'impression que Bamileke, quand c'est un bêtis qui dit Bamileke, c'est comme s'il le vit pour une insulte. Il faut régler ce problème-là parce que si vous avez cette faiblesse, c'est toujours avec ça qu'on va vous déstabiliser. C'est avec ça qu'on va vous déstabiliser. Quelqu'un vous dit Bamileke, Ngoué, machin, bah, tu t'en fous. Tu sais qu'il fait ça pour que tu ne parles pas du sujet de fond. Tu restes sur le sujet de fond. En général, il y a assez d'arguments pour massacrer du sardinard, pour les mettre en difficulté, mais il faut juste savoir les poser les bonnes questions. Et c'est là où nous on pêche. Parce que plusieurs fois, je suis passé sur un panel, j'ai vu les sardinards en train de déblatérer, ils étaient à leur aise. Hein. Ils avaient des opposants en face d'eux, mais qui leur posaient pas des bonnes questions. Les mecs, ils étaient à leur aise, ils étaient canapés. Tu sais, c'est comme si le mec, ils étaient assis, pieds sur la table, avec le mojito à côté, le cigare. Je suis monté, en 5 minutes, ils sont tous barrés. Ah oui. Ah oui. Pas parce que je les insultais, attention, hein, non. Parce que je connais les poser les bonnes questions. C'est très facile de dire je soutiens Biya, machin. Non, c'est très facile de dire ça. Et tu commences à dire oh, tu es un criminel. Non, faut pas aller sur ce terrain-là. Non, faut savoir poser les bonnes questions. Et je te dis, quand je monte, ils se barrent direct. Ils se sont barrés alors qu'ils étaient très installés à leur aise. Ils ont commencé à dire je descends, je reviens. Bonsoir, mon frère. Ce qu'il faut faire, c'est que quand vous posez une question à un Sardina, quand vous êtes dans un débat, assurez-vous qu'il réponde à la question. S'il veut parler d'autre chose, coupez-le. C'est une méthode, hein. Je fais pas ça parce que j'ai peur que les gens ils me reprochent de couper la parole, je vous jure. Épistémologiquement parlant, c'est la seule façon que quelqu'un réalise l'absurdité de ce qu'il dit. Si tu dis une bêtise, donc tu n'as pas mesuré les conséquences parce qu'on est dans une discussion, tu veux sauver la face, tu es bêtise, tu te dis que comme toi, c'est un chien, et pour mieux Biya, pour mieux justifier ta position, tu dis je préfère encore Biya. Ça veut rien dire, je préfère encore Biya. Mais l'après Biya, qu'est-ce que ça va donner avec le Bamileke? Ça va donner quoi? Ce que je vais dire, attends, je finis un peu. Quand quelqu'un va te dire, je préfère encore Biya. Non, il faut le couillonner. Va vers lui, tu dis, tu préfères quoi sur Biya?
Voyez qui va commencer à danser. Mais il a apporté la paix. Mais le Cameroun n'est pas devenu une zone de non-droit. Nous sommes bien d'accord. Scorpius, cet argument pouvait tenir. J'entends, je connais cet argument depuis que je suis petit. L'erreur aussi, Scorpius, c'est que quand nous grandissons, on doit être capable de mettre. Mettons Camto. Je suis en train de répondre. Tu sais, moi, j'ai pas de difficulté de ce côté-là parce que j'ai pas les mêmes arguments que ceux qui défendent Camto. Je sais que Camto, c'est un homme. Quand il arrivera au pouvoir, il aura besoin du concours des Camerounais. Il ne va pas faire la magie. Lesquels ? À l'évidence, ce sera lui qui prendra des décisions parce qu'il a encore toute sa tête. Jusqu'à preuve du contraire. On a besoin d'un président qui prend les décisions. J'ai pas besoin d'élire quelqu'un. Et c'est une bande de truands autour de lui qui prennent des décisions. Si ça te dérange pas, moi, ça me dérange. Moi, si j'élis une personne, je veux que ce soit elle qui soit responsable et comptable des décisions qui sont prises. Alors, à l'heure actuelle, toi-même, tu sais, toi et moi, que c'est pas lui qui prend les décisions. On a vu l'illustration même de ce qu'est Paul Biya pendant une réunion de travail. Le jour où il s'est retrouvé dans un congrès aux États-Unis où il dit, est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens importants? On lui dit, mais mec, oui, c'est juste, je suis l'estrade. Et le mec, il a même pété, les gars. Je sais même pas si vous avez suivi ça. Il a même pété là sur la place publique. Non, sérieusement, j'ai pas envie de confier un pays à une personne pareille. Je suis désolé, les gars. Faut arrêter à un moment donné. J'ai pas envie de confier un pays à quelqu'un pareil. Tu vas élire Paul Biya, c'est des truands qui vont prendre des décisions à sa place. C'est pas sérieux 2 secondes. Donc oui, moi je préfère élire Camto parce que Camto, les gens qui attaquent Camto sur l'âge, on n'est pas en train de discriminer par rapport à l'âge. On pense de l'aptitude, on parle de l'aptitude à prendre des décisions. Et jusqu'à preuve du contraire, Camto lui a encore l'aptitude de prendre des décisions, de raisonner, d'assister à une réunion, d'aller en déplacement au Cameroun quelque part, constater les choses lui-même. Là, si on imagine Biya, il y a eu un éboulement à Yaoundé qui a tué des gens. Si on a dit à Paul Biya que non, vous inquiétez pas, monsieur le président, toutes ces familles ont été indemnisées, on a reconstruit des logements à l'endroit même. Comment il peut vérifier ça, le vieux? Il peut plus se déplacer, le mec. Donc, on peut lui raconter n'importe quoi. Alors que Camto, il sera sur place. Quand je dis Camto, comprenez notre candidat, n'allez pas me dire que je suis en train de défendre le frère Bamileke. Mais oui, à l'évidence, s'il y a Paul Biya Camto, je choisis Camto. Les yeux fermés, il n'y a pas de débat là-dessus. Et quand vous avez quelqu'un qui vous dit, je préfère encore Paul Biya, ne le laissez pas passer à autre chose rapidement. Arrêtez-le là. Ok, man. Tu préfères quoi sur Paul Biya? Il faut qu'il t'explique ce qu'il préfère. L'argument de la paix ne tient plus. C'est-à-dire que on n'attend plus rien de ce régime. Vous pouviez dire, c'est pour ça qu'il est important de rappeler les gens. La candidature de M. Biya n'est plus recevable. Il y a quelqu'un qui dit il n'est pas né vieux. Attendez les gars, ce n'est pas une discussion. Alors je vais évacuer ce que les gens disent. S'il vous plaît, revenons dans le sujet de l'énergie. Attends 2 secondes. Quand on dit vieux, ce n'est pas péjoratif. Paul Biya a vécu son temps. C'est honorable de vivre. Bon, ce qui est encore mieux, c'est de vivre vieux en ayant fait de bons actes. Donc, vivre vieux alors qu'on a flingué une partie de la jeunesse, alors qu'il y a plein de personnes qui sont mortes à cause de ta politique, je ne sais pas si c'est un compliment. À l'évidence... Le Cameroun n'a pas fini comme la Libye. Pardon? Le Cameroun n'a pas fini comme la Libye. Paul Biya a mis la paix. Mais oui, c'est un des rares pays d'Afrique centrale quand même qui a la paix. Scorpius. Alors, tu vas me laisser parler, s'il te plaît, parce que je vais démonter ça rapidement. Vous avez vendu aux gens pendant des années que le critère de bonheur dans un pays, c'est la paix. Alors, je vais poser une question ici à Marlise, Marlise qui est là. Je vais prendre quelqu'un par hasard. Il faudrait que la personne, pour répondre à ma question, connaisse bien la Corée du Nord. Marlise, est-ce que tu m'entends ou pas? Ou quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre. Malheureusement, je ne connais pas la Corée du Nord. Tu connais un peu la Corée? Je t'écoute. Je connais la Corée du Nord. Je connais un peu l'histoire de la Corée du Nord. Non, on sait que je t'écoute, Serge. TikTok. Tu connais comment on vit en Corée du Nord, on est d'accord? Tu as vécu là-bas? Non, parce qu'il y a plein de documentaires, on n'a pas besoin de vivre là-bas, c'est pas normal. Ouais, mais les documentaires peuvent être façonnés dans des sons, dans des manières, effectivement, tu es obligé d'attendre. Tu es de mauvaise foi, Scorpius. Si tu peux te taire un moment et tu es... Parce que lorsque tu parles... Ça marche. Tais-toi. Laisse-moi avoir un échange. Ça marche, ok, désolé. TikTok, Kevin, est-ce qu'il y a la paix en Corée du Nord? Tout à fait. Est-ce qu'il y a la paix dans le Nozo? Non. Entre vivre dans le Nozo et vivre en Corée du Nord, tu vivrais où, toi? Je pense qu'en Corée du Nord. Non. Si tu réponds à cette question, c'est que tu ne connais pas la Corée du Nord. Je connais que c'est un régime dictatorial. Non, c'est un régime. Alors, je vais t'expliquer un peu le régime de Corée du Nord. Tu vas me dire si tu maintiens ta réponse. Donne-moi la définition de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Vas-y, je t'écoute. On n'est pas là pour philosopher. Donc, s'il te plaît, arrête de nous interrompre. S'il te plaît, je t'en supplie.
Non, quand il y a quelqu'un qui dit nulle part, non. C'est une expérience de pensée, Kamgene. Apprenez à vous mouiller. Quand on te pose une question, c'est une expérience de pensée. Ça ne veut pas dire que demain tu vas choisir. Si tu te retrouves dans une situation où les choix se résumaient à ces deux cas-là, tu ferais quoi? Et l'idée que je vais faire, c'est de déconstruire l'idée que le bonheur est lié à la paix. Rien à voir. Et je vais vous le démontrer assez rapidement, vous allez comprendre. Rien que par rapport à World Happiness. Il y a une enquête World Happiness. Vous savez le pays où les gens sont le plus heureux aujourd'hui en Afrique en 2024? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Lequel? Non mais laisse, j'ai posé la question, il n'y a pas que toi. Je pose la question. Si soit tu connais, tu réponds, soit tu connais pas. Tu dis je ne sais pas, tu attends qu'on réponde. Ne me dis pas lequel, puisque je vais te donner la réponse. Mais je vais être sûr que vous êtes informé. Quel est le pays en Afrique aujourd'hui, au niveau du classement World Happiness, où les gens se sentent les plus heureux? Quel est le pays? L'Ouganda. Pas du tout. L'Ouganda. Pas du tout. Tu serais très très surpris, mon ami. Pas du tout, le Botswana, même pas. Pas du tout, Tareb. Vous n'êtes pas informé, pas du tout. Mais est-ce que Scorpio, ta grosse voix, s'il te plaît, je suis en train de te faire une expérience. S'il te plaît. Ok, d'accord. S'il te plaît. Parce que les gens ne s'informent pas. Donc je veux savoir qu'est-ce que les gens savaient. Merci Bappé. Il y a une seule personne qui a trouvé. C'est la Libye. Tu es en train de dire quoi? Au classement, les Libyens sont plus heureux que les Camerounais. C'est World of Happiness. C'est une enquête. Donc ne viens pas contester une enquête avec ton opinion personnelle. C'est pareil, on ne conteste pas un documentaire qui est fait avec une opinion personnelle. Conteste un documentaire avec un autre documentaire avec les mêmes types d'enquêtes. Les gens, ils vont en Corée du Nord. Les gens, ils vont en Corée du Nord, ils enquêtent. Je peux pas croire à ton opinion. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, je préfère faire confiance à un documentaire, sauf si tu m'apportes la preuve que le documentaire ment. Alors, tu peux pas me dire est-ce que tu maîtrises l'information du documentaire parce que un documentaire peut être... Je te dis la Corée du Nord, excuse-moi, la Corée du Nord, tu as des documentaires allemands, tu as des documentaires français, tu as tout le monde. Tu as même des documentaires chinois sur la question. Documentaire, va regarder, moi ça m'a intéressé ce pays, donc je vais expliquer ici. Qu'est-ce qu'on appelle par définition? Mon ami, tu vas pas me troubler, donc je vais continuer mon expérience. Une orientation psychologique. Mon ami, mon ami, très bien, je recommence. Parce que tu veux venir philosopher sur chaque thème pour nous perdre le temps. Il y a des moments où j'adore faire ça. C'est pas le moment. TikTok, je vais t'expliquer ce que c'est que la Corée du Nord. Tu te lèves le matin, tu as un habillement typique que tu dois choisir. Tu n'es pas libre de t'habiller. Hein. Tu dois t'habiller avec un vêtement qui est typique, obligatoire. Supposons qu'au Cameroun, tu devais te lever tous les matins. Tu avais le choix entre vivre au Nozo ou alors vivre à Yaoundé. Où tous les matins, quand tu te lèves, tu allumes ta télé, c'est Paul Biya qui parle. Tu écoutes la radio, c'est Biya qui parle. Tu peux pas regarder le film que tu veux. Il n'y a pas de canal plus, il n'y a rien. Tu sais même pas ce qui se passe à l'étranger. On te dit la France, tu sais même pas ce qui se passe là-bas. Il n'y a aucun documentaire français qui arrive jusqu'à toi, aucune série française. Tu ne regardes que tout ce que la propagande veut que tu voies. C'est tout ce que tu as à voir. Tu entends qu'il y a un championnat de basket aux États-Unis. Parfois, tu as un basketteur qui vient au pays. On l'appelle Dennis Rodman. Mais tu sais que c'est un basketteur, mais tu n'en sais rien. Tu sais que les États-Unis, c'est le pays le plus pauvre du monde. C'est ce qu'on t'a dit. Tu n'as pas moyen de vérifier. Tu n'as pas Internet, tu n'as pas WhatsApp, tu n'as pas Facebook. Tu n'as rien de tout ça. Tout ça. Tu n'as que Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Ok. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, tonton. Excuse-moi. C'est pas toi que je parle, là. C'est des choses qui sont vérifiables. Donc, si tu veux perdre ton temps à discuter, je ne suis pas là pour te convaincre, Corpius. Si tu veux croire que la Corée du Nord est très bien, c'est ton problème. Je m'en bats les couilles. Je te dis sincèrement, je ne suis pas là pour te convaincre. Donc, crois si tu veux. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu es capable d'aller vérifier et m'apporter une preuve du contraire. C'est tout ce que je te demande. On ne va pas philosopher et discuter parce que tu crois qu'on veut te convaincre. Donc, je recommence. Donc, je cherche pas ça. Bah oui, mais si, puisque tu veux discuter sur tous les détails. Non. Mais après, tu as ton expérience, j'ai la mienne. C'est pas une question d'expérience. Est-ce que tu peux souffrir d'écouter quand même, Scorpius? Donc, tu vas voir. À la radio, on te chante le Paul Biya Cameroun, Paul Biya, le président. Voilà. Tous les matins, quand tu prends le métro, c'est ça que tu écoutes dans les chansons du métro. C'est tout ça que tu écoutes tout le temps. Tu ne peux pas manger ce que tu veux. Tu manges si le régime veut bien que tu manges. Tu dois dire tout ce que tu veux du régime. Si tu dis le contraire, ton oncle qui fait un peu genre, il n'est pas content. Il y a des gens qui vont aller dénoncer, on l'arrête, il disparaît. Tu ne sais même pas où il est passé. Tu as ce système-là. Mais il y a la paix, hein. Il y a la paix. Il n'y a pas de guerre, mon cher ami. Donc, je te donne juste le 1/3 de ce que ces gens-là vivent. Est-ce que si je te propose entre le Nozo et la Corée du Nord, tu choisis encore la Corée du Nord, Kevin? Non, voilà. Cette fois-ci. Pourquoi tu choisiras pas la Corée du Nord? Parce qu'il n'y a pas de liberté. Merci. Parce qu'il faut savoir que l'homme, et c'est pas moi qui le dis, on n'a peut-être pas le temps de le faire parce que moi j'étais venu de passage, je savais pas que j'allais rester longtemps. L'homme aspire à 3 choses. Manger, avoir un toit et pouvoir s'exprimer librement. Ça, c'est 3 choses que les Libyens n'avaient pas avant. Tout le bon livre là sur la Libye, c'est parlé par des gens qui n'ont jamais vécu en Libye. Le jour, moi, je paye le billet à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est pro-Kadhafi, je lui paye un billet.
il va en Libye, il va à Tripoli, il prend un Mais mégaphone. parle de choses factuelles, tonton. Toi aussi, là, tu fais des digressions qui sont complètement abjectes. Mais Parle de choses. Oui, je sais. Arrête, écoute le déballer. Après, tu auras l'opportunité, n'est-ce pas, Je sais que ça de casse ton présenter narratif. tes arguments. Je sais que ça casse ton narratif, puisque la Libye était ton exemple. Je vais te montrer justement que c'est Merci de l'exemple du l'avoir pays où tout va bien. noté, ouais. Donc, tu prends un mégaphone, tu vas à la capitale, la Tripoli, tu vas dans un marché, l'équivalent d'un souk. Tu dis, Kadhafi, génial, t'es un grand président. Tu me dis si tu reviens vivant. C'est très simple à faire. C'est une expérience qui est très simple à faire. Les gens parlent toujours de la Libye, mais ils ne connaissent pas la Libye. Non, les Libyens, ils n'étaient pas libres avant. Tous les histoires où les gens racontent que Kadhafi distribuait l'eau à tout le monde, c'est faux. Vous dites ça en libyen, mais il a envie de vous tuer. J'ai travaillé avec 4 Libyens ou 3 dans ma vie. 4 Libyens. J'ai déjà avec 4 personnes qui viennent de la Libye. Non, c'était une horreur. La Libye revit aujourd'hui. Ils te disent qu'ils sont heureux. Le seul endroit en Libye où on pleure Kadhafi, c'est à Sirte. Là où il est né. Oui, normal. Hein. Je pense que quelques voisins de Paul Bianvogmeka vont pleurer le jour où il va d'ailleurs. Mais à mon avis, je crois que tout le reste du Cameroun va ouvrir une bouteille de champagne. Donc, le seul endroit où les gens vont pleurer, peut-être c'est les voisins. Et même ça, encore, ce n'est même pas sûr. Donc, c'est une façon de dire que ce que le peuple aspire avant, c'est la liberté. Vivre dans un pays qui est en paix, mais où tu n'as même pas le droit de réfléchir, où tu n'as même pas le droit de choisir toi-même ce que tu vas manger, où tu n'as même pas le droit de choisir l'habillement que tu vas mettre, tu n'as même pas le droit de choisir la musique que tu vas mettre, tu n'as même pas le droit de choisir le film que tu vas mettre, tu n'as même pas le droit même de choisir, j'ai même l'impression, peut-être, je ne sais pas, ça n'a jamais été dit, j'ai l'impression que tu n'as même pas le droit de choisir la femme que tu vas... J'ai même l'impression que même jusqu'à ce niveau-là, c'est encore le régime qui choisit. Dans chaque immeuble, tu as quelqu'un qui gère, qui est là pour apporter tous les infos au régime. Si tu penses bizarre sur Kim Jong-un, on t'arrête, tu disparais direct. Donc, je suis désolé. Quand quelqu'un me dit la Corée du Nord, il ne connaît pas la Corée du Nord. Voilà. Si vous connaissez tout ce que ça implique derrière, je vous garantis qu'il n'y a personne qui choisirait d'y aller vivre. Maintenant, si Corpus a des documentaires de la Corée du Nord qui montrent l'inverse de ce que j'ai brossé, je suis preneur. Faites-le monter, s'il vous plaît. Je suis preneur. S'il a un documentaire, s'il peut me dire, voilà un documentaire que j'ai vu, qui te dit ce que tu dis, voilà. Parce que s'il n'a rien, ça ne sert à rien. Je vous dis encore, et ne tombez jamais dans ce piège. Quand vous discutez avec une personne, vous lui présentez des sources, et les documentaires sont sur YouTube. Vous pouvez regarder 20 documentaires faits sur 20 périodes différentes, par 20 pays différents. Ils concordent. Il n'y a pas de complotisme anti-Corée du Nord. Bon, sachez que, toi, Kevin, tu peux payer un billet d'avion de Paris à Yaoundé, on est d'accord, non? Oui, tout à fait. Bon, tu ne peux pas payer un billet d'avion par Internet de Paris à Pyongyang. Donc, rien que ça devrait te donner un indice. Tu peux payer un billet de Paris à Tripoli, sans problème. Tu vas sur Internet à Paris, Tripoli, tu réserves ton billet d'avion, tu y vas. Tu peux pas. Tu peux pas payer un billet d'avion de Pyongyang, de Paris à Pyongyang, tu peux pas. Par contre, je suis assez d'accord avec ceux qui demandent de faire remonter Scorpius. Il ne faut pas miser la contradiction. Ce qui est énervant, c'est qu'on veut faire une démonstration. Il sait que la démonstration casse son argumentaire et il veut nous empêcher de le faire. Voilà. Anango, Serge. Il fallait juste le buter. Voilà, Anango, s'il te plaît, une seconde. Te voilà, tu montes, tu parles à caméra. Les gens qui viennent avec la ils doivent monter, s'assumer parce qu'on est en train d'éduquer 400 personnes qui nous écoutent. Ils n'ont pas venir dire des balivernes et ils ne veulent même pas s'assumer. Assumons ce qu'on dit. Si tu dis que tu connais, tu assumes comme tu es en train de faire. Tu es venu en caméra. Tu assumes tes dits et tu mets qui contre le défi de déconstruire. Et c'est ça aussi. Mais faites le montant, on va voir ce qu'il y a dans son ventre. Comme ça, s'il n'a vraiment rien, on le descend en ayant fait l'expérience. Momo, s'il te plaît, fais monter Scorpius. Je voulais dérouler une démonstration et je savais qu'il savait très bien que ça allait contribuer. Donc, sachez, vous pouvez taper World Happiness. Vous verrez que le pays en Afrique où les gens sont le plus heureux, c'est la Libye. Et vous serez très surpris de voir que le Cameroun est plutôt bien placé en Afrique. Tout comme les gens croient que les Camerounais, vous serez surpris de voir que les Camerounais, quand ils ont leur bien épine leur femme, ils sont très heureux. Donc, ils sont pas si malheureux que ça, les Camerounais, d'après ce classement-là. Donc, maintenant, comme je vous dis, l'argument de la paix, non, la paix n'est pas un gage de bonheur. Vous pouvez être en paix dans un système. Une tyrannie, nécessairement, crée les conditions de la paix. Ça, c'est clair et net. Mais le problème, c'est que ne pas être capable de penser par soi-même, de prendre des décisions par soi-même, c'est un problème, quoi. Voilà. Moi, j'avais une question. La question était ceci. Est-ce que, par rapport à une statistique comme ça, pour moi, je pense que on ne peut pas... C'est un peu comme si tu dis, parmi les gars, les gens qui ont eu la sous-moyenne, je suis le premier de ceux qui ont eu la sous-moyenne. Non. On est tout chaque
Permets-moi, s'il te plaît. Chaque peuple aspire à l'excellence. Moi, j'aurais souhaité que Serge Anango, de par ton histoire que tu as longtemps expliqué, moi, je te suis, que tu aurais dit aujourd'hui, du niveau de vie où tu es, de où tu es parti, de ton expérience de plus de 10 ans, capé, tant professionnel, dans une société moderne, qu'aujourd'hui tu me dis, si je regarde mes 15 années, 20 années, je peux comparer le Cameroun, si le Cameroun était bien dirigé, à la France aujourd'hui, ou bien au moins à, je sais pas, à un pays de la zone Schengen, parce que dans la zone Schengen, tu me fais ce qu'on appelle l'homme de paille, c'est pour ça que je vais t'interrompre. Tu me fais l'homme de paille parce que tu me prêtes ce que je n'ai pas fait. Il y a quelqu'un qui est venu ici avec comme argument principal que Biya garantit la paix. Donc déjà, c'est faux, puisque je voulais démontrer ça dans 2 volets, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, puisqu'il m'a troublé, du coup je suis parti sur autre chose. C'est faux, parce qu'il n'y a pas la paix au Cameroun, puisque le Nozo, ça fait partie du Cameroun. Donc si tu dis le Cameroun, c'est l'ensemble. Un Cameroun est en paix, si toutes les parties du Cameroun sont en paix, malheureusement, c'est une composition. Il n'y a pas la paix au Cameroun, il y a la paix dans certaines parties du Cameroun et la guerre dans d'autres. Donc il n'y a pas de paix au Cameroun. Donc ça, c'est faux. Cet argument était valable il y a 15 ans, mais il n'est plus valable aujourd'hui. Deuxième chose, la paix, ce n'est pas ce qui garantit le bonheur. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. La Libye aujourd'hui, ce n'est pas la guerre, c'est des petites tensions de temps en temps, mais globalement, le Libyen aujourd'hui est plus heureux que le Libyen il y a quelques années. Rien que la rocade de Libye, de Tripoli, là, qui a été construite récemment, l'argent qui a été impliqué dedans dépasse tout ce que Kadhafi a dépensé pour les routes en Libye. Il faut vous informer. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les navigateurs, vous pouvez aller regarder ce qui se passe dans un pays et, et voilà, vous faites traduction, hein. Vous traduisez le navigateur. Donc, Kadhafi n'a rien foutu. Les Libyens, ils ont Internet. À l'époque de Kadhafi, ils n'avaient pas Internet. Les Libyens aujourd'hui sont très heureux. Quand vous allez regarder toutes les enquêtes, tous les sondages qui sont faits en Libye, vous allez regarder les chaînes libyennes. Allez regarder. Nous, on le fait. Nous, on fait des directs dessus tout le temps. Donc, on montre aux gens ce qu'il y a. C'est pas vrai. Voilà. Les Libyens, ils sont très heureux aujourd'hui. Pourquoi? Le bonheur, il est relatif. Je ne compare pas la Libye avec la France. Évidemment que non. Tu me mets en Libye, je vais déprimer direct. Mais il faut toujours prendre les gens par rapport à leur histoire. Moi, quand j'étais au Cameroun, j'étais très heureux de... Moi, j'ai eu une enfance très heureuse. Hein. Parfois, je raconte mon histoire, il y a souvent des gens qui utilisent ça pour m'attaquer. J'ai vu des gens qui défendaient un Voutou en me disant « Oui, mais tu attaques un Voutou parce que tu es jalouse de son enfance. Quand tu vivais dans les cités, tu vivais dans les maisons comme à la carrière. » C'est là où les gens se trompent. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai les moyens d'aller en vacances, peut-être en mer, louer un bateau, vivre ma famille, que ça veut dire que l'époque où j'allais en vacances au village, j'étais malheureux. J'aimais cette période-là. J'aimais aller en vacances au village. J'aimais retrouver tous mes cousins qui venaient de partout. C'est du bonheur. Donc, le bonheur, il est toujours relatif par rapport à là où on est venu. Le Libyen, pourquoi il se sent heureux aujourd'hui? Il se sent heureux aujourd'hui parce qu'il a les moyens de comparer aujourd'hui et avant. C'est très simple que ça. C'est pourquoi je dis, nous, au Cameroun, on n'a pas eu cette expérience-là de savoir ce que c'est que vivre dans des situations de guerre où tu sors de chez toi, tu vois des cadavres dans la rue. On n'a pas connu ça. La Côte d'Ivoire l'a connu. Nous, on n'a pas connu. Le Rwanda l'a connu. Donc, ces pays qui ont connu ça, vous allez remarquer qu'ils savent aujourd'hui ce que c'est que la paix. Ils comprennent que c'est pas un truc qui est gagné, qui est garanti. Et peut-être simplement le sentiment de paix, le sentiment que, oui, peut-être que nous, avant, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien dire. On avait un roi qui était là, c'est lui qui décidait de tout, c'est lui qui décidait si j'avais de l'eau potable ou pas, si j'avais à manger ou pas, c'est lui qui me rationnait. Et si je ne disais pas ce qu'il avait envie d'entendre, je ne mangeais pas. Désolé, ils ont connu ça. Aujourd'hui, en Libye, le fait de te dire, je peux aller travailler, je gagne mon argent, je fais ce que je veux, j'achète une connexion Internet, je communique avec mon frère à l'étranger sans qu'on ne suive ma ligne. Ça, c'est un sentiment qui leur donne une bouffée d'oxygène. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre. Et ce, même si derrière, de temps en temps, il y a des balles de fusil qui fusent, ils sont plus heureux dans ce sens-là. Mais je ne vois pas à quel niveau j'ai comparé le Cameroun avec la France. Je disais dans le même classement, World Happiness, c'est des gens dont le boulot, sur un certain nombre de critères, ils ont des critères, c'est leur travail. Voilà, quand c'est des enquêtes, c'est des gens qui sont spécialisés, c'est eux qu'il faut écouter, et pas l'abruti qui vient te dire ouais, mais ils peuvent trafiquer. Ça veut rien dire. C'est comme si je t'accusais de viol en te disant mais oui, mais t'as une bite. Et oui, mais oui. On peut accuser tout le monde de viol, parce que tout homme a en lui l'arme du viol. Je crois que c'est le ndeng, il me semble. Donc, si on part du principe que quelqu'un peut mentir et c'est la preuve qu'il ment, ça veut dire que tout homme peut violer et c'est la preuve qu'il est un violeur. Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Si tu vas dans le documentaire, tu vois des choses qui sont inexactes, apporte la preuve que c'est inexact. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu dis que c'est faux, tu dois en apporter la preuve. Donc, on doit contester une source avec une source au minimum aussi fiable que celle qu'on conteste. Excusez-moi un peu, monsieur Arnango. Bonsoir déjà. Bonsoir. Et
Enfin, l'argumentaire que vous avez pris en prenant l'exemple de World Happiness, en fait, ça s'applique dans les deux cas, par rapport à ce que Cédric Emabou expliquait. Parce que le premier cas dans lequel vous l'avez pris est effectif, c'est que ça démontre en effet que la paix n'est pas synonyme de bonheur, de bonheur pour les peuples. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect qui est encore plus précis et qui est encore plus cru, c'est que le Cameroun n'est même pas parmi les 10 pays dans lesquels figure le bonheur en Afrique. Ça veut dire que, à partir seulement de cet argumentaire, vous pouvez démontrer à quelqu'un qu'effectivement là, la entre guillemets paix que M. Scorpius vient nous démontrer n'est même pas effective, parce qu'en fait, il y a selon lui de la paix, mais parmi les pays qui ont le plus de bonheur, dont la population ressent le plus de bonheur, le Cameroun n'est pas classé en Afrique. Et je peux vous rassurer, le Cameroun a un tu veux dire parmi les 10 premiers, tu veux dire parmi les 10 Oui, déjà parmi les 10 premiers, ils ne sont même pas classés. Ils ne sont pas classés et le Congo est classé. Pourtant, nous savons ce qu'il y a là-bas, nous savons ce qu'il y a eu là-bas et nous savons comment son économie même se porte. Ça veut dire que à partir seulement de cet argumentaire, on peut justement démanteler cet argument de paix et en parallèle démontrer que le Cameroun en vérité, avec ce que eux ils appellent paix, sachant que nous savons qu'il n'y a pas la paix partout, eh bien le Cameroun en lui-même n'est même pas classé. Donc voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs la paix, c'est parce que les Camerounais ne sont pas des guerriers. On aime ce coche, mais on n'est pas des tueurs, quoi. Je veux dire, on n'est pas des assassins. Tout à fait. On n'a pas envie de se tuer, on sait juste se gueuler. Voilà, je vais te taper, et puis ça s'arrête là. Puis non, nous voilà. sommes émasculés. Oui, pas spécialement, on est bavard. On aime bien faire la gueule, mais ça se limite très souvent à la gueule, quoi, c'est tout. Voilà. C'est ça qui fait qu'il y a la paix chez nous. Il y a bien quelqu'un va faire un live pour dire tous les Bamileke rentrent chez eux, mais dans la vraie vie, tu le vois, c'est une poule mouillée, donc de base déjà, voilà. Tu sais, la caméra donne un semblant de courage à tout le monde. Hein. Tout le monde est subitement fort, surtout quand tu es devant ta caméra tout seul, tu parles, et tu as des gens qui te disent vas-y, bien parler. Ouais, tu as quelques couilles qui poussent et tu te prends pour un héros parfois, oui. C'est très dangereux. Donc c'est bon, je sais pas si. Bonsoir. Je sais pas si je peux intervenir. Bon. Donc Scorpius, il est parti. Bon, désolé Scorpius, hein. C'est pas qu'on voulait te censurer, mais on voyait bien que tu voulais jouer au trouble fait. Tu voulais nous ramener sur c'est quoi la liberté. La liberté, je sais pas, la liberté par exemple, c'est celle que Bibou Nissak n'a pas, voilà. Donc quand déjà, désolé, monsieur Anango, est-ce que vous avez écouté la première question de monsieur Scorpius? Non, pas du tout. Peut-être pas, non. Voilà, sa première question a été qu'est-ce qu'un homme de l'Ouest fera de bien à Etoudji? Donc déjà à partir de cette question, c'est la première question qu'il a posée lorsqu'il est monté. C'est vrai ça? Est-ce qu'il y en a d'autres qui confirment? J'ai pas. La première question, moi j'étais encore en bas. La première question qu'il a posée, il vous a posé la question en disant et qu'est-ce qu'un Bamileke apporterait au Cameroun en étant président? Et à partir de cette question, je pense que c'était suffisant pour savoir où vous amenez. Alors, je peux vous dire un truc. Après, je sais que mon expérience, on peut pas la généraliser puisque bon, tout le monde, j'ai déjà été dans plusieurs fêtes des bêtis. Vous savez, la crainte que certains bêtis, vraiment, quand tu le prends au mot, en fait, et là, tu comprends parfois que c'est des crétins. Quand il a bu quelques bouteilles de vin, hein, souvent, il te dit oui, le problème, c'est qu'on a peur que les mecs, ils arrivent là-bas, ils gèrent comme vous gérez l'Ouest, c'est-à-dire qu'après, le pouvoir reste entre vos mains. En gros, il y a des personnes, leur problème, leur crainte, c'est la peur qu'un Bamileke arrive et fasse bien, ce que les autres n'ont pas su faire. Et donc, au final, tous les ans, le pouvoir reste à un Bamileke alors que la capitale est à Yaoundé. C'est débile, en fait. Hein. Ça se joue parfois à des conneries de ce genre. Et ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'on voyait que ces gens sont en France. C'est ça le problème. Sinon, on voit que ces gens, ils vivent en France, ils ont ce genre de raisonnement. Donc voilà. Donc, sinon, voilà, je vais poser une dernière question avant de repartir. Ça va revenir sur le débat le débat un peu plus utile qui était le secteur de l'énergie. Je suis arrivé un peu tard dans le déroulé de tout à l'heure et j'aimerais poser une question qui certainement aura la réponse, qui est le fait que au Cameroun, lorsque nous étions encore tout petits, dans nos cours de géographie, on nous faisait comprendre, et c'est effectif, que le Cameroun regorge d'une grande quantité de chutes et de rapides. Donc ça, c'est un très grand avantage que le Cameroun a, d'avoir des chutes et des rapides à travers, qui sont manifestés à travers déjà sa géographie, qui est un très bon point, mais aussi les fleuves, les mers. C'est mitigé, mais vas-y.
Oui, donc, à partir déjà de ces paramètres, comment est-ce qu'on peut donc expliquer la faible production d'énergie électrique qui est faite dans notre pays? Est-ce que c'est à cause du fait que l'énergie au Cameroun est principalement concentrée sur sur la production électrique, hydroélectrique, ou alors le fait qu'on n'a pas pluralisé la production à travers l'énergie éolienne, ou alors le solaire, ou alors le nucléaire, qui pourrait éventuellement être possible? Alors, déjà, au niveau de ton premier truc que tu as présenté comme un avantage, ça dépend de comment on se place. Il y a un avantage certain à avoir des voies navigables fluviales, parce que quand les routes sont barrées, ont des problèmes, on peut plus facilement transporter des grosses cargaisons par l'eau, sans avoir des risques qu'on peut rencontrer dans la rue, en route, quoi, par exemple. On peut desservir facilement des endroits où il n'y a pas de route. Parfois, vous voyez des villages qui sont enclavés parce que il y a la boue quand il pleut et tout ça, quoi. Donc, ça dépend de comment on se place. En tout cas, le fait que la Seine est navigable sur une bonne partie est un réel avantage pour la France. Et je pense que ça compense le fait que la Seine ne produise pas de l'électricité. Bon, après, il y a d'autres rivières qui produisent de l'électricité. Quand tu parles des rapides, les rapides, en fait, c'est bien parce que tu peux mettre un truc qui tourne. Et c'est pas aussi efficace qu'une turbine. Parce que tu joues sur une énergie cinétique de l'eau, en fait. Donc, tu récupères l'énergie cinétique de l'eau. Alors que dans une turbine, tu récupères l'énergie hydraulique, c'est-à-dire que la pression de l'eau du fait de la hauteur, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas une efficacité. Cette énergie est certes, il y a de l'énergie dans ça, mais l'air récupéré, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi efficace en fait. Donc l'efficacité du système est hyper relative, hyper relative. Donc c'est pour ça que quitte à faire une installation, autant faire un barrage de retenue qui peut permettre justement de stocker de l'eau. Donc d'éviter d'envoyer beaucoup d'eau douce en mer et garder une quantité d'eau qu'on peut utiliser pour les périodes sèches qui durent 3 mois, je crois. Donc voilà, ça a quand même un impact. Sachez que quand on veut construire des barrages de ce type-là dans des endroits où c'est possible, parfois il faut supprimer des villages, c'est-à-dire raser les tombes des parents. Tout ça, c'est enfoui dans l'eau. Ça arrive. Ça a un impact écologique, ça a un impact environnemental qui n'est pas très négligeable. D'ailleurs, le barrage, c'est la forme de production d'électricité qui a le plus d'emprise. Beaucoup de gens, comme je te dis, ils pensent que barrage, c'est mettre une turbine en bas d'une chute d'eau. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce système n'est pas efficace du tout parce que l'énergie est très diffuse. Pour récupérer une quantité d'énergie importante, il faut toujours canaliser en fait. Il faut toujours canaliser et c'est l'avantage donc des barrages à retenue d'eau. Alors que si tu mets une turbine Peltier en dessous d'une chute, oui, tu vas récupérer l'énergie, mais enfin, je crois que tu vas récupérer même pas 20% de ce qui tombe en fait. Alors que dans une turbine, tu récupères quasiment 98% de ce qui tombe par rapport à tout le système que tu as installé, la façon dont la turbine est montée, les angles d'attaque du flux d'eau, tout ça est calculé. Tout ça, tu peux gérer dans un système avec barrage de retenue d'eau que tu ne peux pas gérer avec un système où tu joues que sur les courants. Tu n'es pas sûr que tu vas avoir une bonne turbine avec le bon angle d'attaque. Parce que c'est ça, c'est une question d'angle d'attaque au niveau des pales, quoi. Voilà, je sais pas comment t'expliquer ça en plus simple parce que c'est une question de... c'est une question de résultante vectorielle, quoi. Ça veut dire que si tu n'as pas le bon angle d'attaque, tu n'as pas la bonne force qui agit sur la pale. Et donc, du coup, tu peux avoir, certes, un bon courant, mais qui n'est pas efficace. Et c'est pas évident à calibrer, sur un rapide. Alors que sur une turbine, c'est très facile, quoi. Ok. Et quand vous prenez une petite analyse sur les barrages qui sont effectivement au Cameroun, à savoir le barrage de Natigal et d'autres, est-ce que, nous avons à partir de ces barrages-là une très faible énergie qui, du moins en termes de production, qui est faite. Est-ce que vous pensez que c'est un problème au niveau du choix? J'avoue, je ne serais pas pertinent parce que j'ai jamais creusé je me suis jamais intéressé au barrage Natigal. Tout à l'heure, c'est quelqu'un qui m'a donné les infos. C'est peut-être une erreur de ma part parce que, en tant qu'énergéticien, j'aurais dû. Je l'ai jamais fait et je risque de te dire une bêtise, en fait. Je connais rien, j'ai aucune donnée. Tu me demandes quelle est la technologie qui est utilisée. Je sais pas te dire. Je crois que Marlise est mieux. Je crois que Marlise, tu es là? Alors, merci beaucoup à tout le monde. Je vais devoir vous laisser. Et bonne soirée. C'est très intéressant, mais je dois partir. Bonne soirée. Merci. Marlise, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Oui, Paul. Oui, j'aurais aimé que... on abordait un peu le sujet des barrages et je parlais du barrage de Natigal et on se posait la question parce que moi, je me pose la question de savoir est-ce que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en termes de production électrique au Cameroun